Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, tout va bien. Nous allons démarrer donc ce forum sur l'économie sociale et solidaire, plus 11 ans quant à un dispositif législatif. Nos 4 intervenants sont là ou vont arriver, nos coprésidents également, représentants de l'AMF, notre grand témoin, Monsieur Hamon également. Mon nom est Bruno Leprat, je suis journaliste pour Maire de France, qui est la publication institutionnelle de l'AMF. C'est une déclaration d'amour à l'ESS qu'on va avoir tous à faire aujourd'hui, avec bien sûr une conscience des difficultés, notamment de financement que ça peut représenter. On va parler de projets, on va parler de réussite, on va parler d'appréhension, disons. Nous sommes enregistrés et je vais proposer à nos deux vice-présidents ou coprésidents de séance de partager leur micro. Il y en a un qui circulera. Je vous présenterai nos intervenants dans quelques instants. Mohamed Yabeli, grand adorateur de l'ESS, vous venez du 93. Tous les ans, vous vous battez avec beaucoup de facilité pour que l'ESS inscrive un sujet dans le cadre de ce programme des forums. Cette année encore, ça a changé, hein, vous avez senti le vent tourner il y a quelques années. Vous êtes bien en place. Quelle actualité et quel plaisir vous avez à accueillir notre auditoire. Bien, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je me présente très rapidement. Mohamed Niabali, maire de l'île Saint-Denis, une île en Seine-Saint-Denis. Également vice-président de l'Association des maires de France depuis bientôt 10 ans et dirigeant de l'économie sociale et solidaire. Je dirige une société coopérative d'intérêt collectif qui fête ses 10 ans sur un projet qui fête ses 15 ans sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Peut-être vous dire qu'aujourd'hui, avec mon cher collègue coprésident, on a voulu travailler à une thématique qui est assez simple. 10 ans après la loi économie sociale et solidaire, les enjeux locaux. Et on s'est dit, pour organiser cette table ronde, ce serait bien d'inviter la personne qui a fait la loi Hamon, il me semble. Et donc, très heureux de t'accueillir, cher Benoît, ici avec nous, les collègues maires, pour parler de ce sujet. En 10 ans, qu'est-ce qu'on a vu? En 10 ans, on a vu des maires qui s'intéressent de plus en plus à la question de l'économie sociale et solidaire. En vrai, c'est un sujet qu'on traite depuis très longtemps dans nos communes avec des enjeux territoriaux différents. Ça peut aller de l'insertion des personnes vulnérables à répondre à des besoins spécifiques de nos territoires avec des acteurs locaux, aux achats responsables et également à des projets de développement territorial ou encore dans nos bourgs sur les questions de revitalisation de nos centres-villes. Ici, aujourd'hui, on va parler de tout ça. Et on a la chance d'avoir dans cette table ronde deux coprésidents, l'un qui vient des villes, l'autre des bourgs, qui vont essayer de vous apporter dans la table ronde d'aujourd'hui des perceptions différentes par rapport à nos réalités. Et on invite naturellement la salle à donner également sa perception et ses retours d'expérience pendant tout le long de cette table ronde. Avec quelle préoccupation ou quel questionnement un peu stratégique, soit d'actualité, soit local, soit national, européen, éventuellement, vous arrivez, Ben Yabali? Alors, on pose cette table ronde avec beaucoup de préoccupations. Je pense chacune et chacun nous avons, et avec également les préoccupations des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Notre sujet de fond, c'est demain, comment on fait vivre nos villes. Demain, comment on continue à construire des solutions pour les habitantes et les habitants de nos territoires. Et demain, comment on préserve 10 ans de travail autour de l'économie sociale et solidaire dans nos communes. En fait, le sujet de fond, c'est pas de réaffirmer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'affirmer la place de l'économie sociale et solidaire dans nos communes et d'affirmer nos politiques publiques. Il y a plusieurs sujets de préoccupation pour les élus qu'on va pouvoir traiter. Souvent, les élus nous remontent ici à l'AMF les problématiques autour du risque juridique et pénal autour de l'économie sociale et solidaire. En gros, on est souvent tiraillé comme étant jugé parti avec des risques autour de nos marchés publics ou de nos différents projets de coopération. Un autre sujet, naturellement, est la question des modes de financement
et derrière le manque de gouvernance que cela peut renvoyer sur un territoire. Et peut-être un dernier sujet, et d'où la présence de notre grand témoin, c'est la question de la vision de l'État et des gouvernements ces 10 dernières années et du lien avec les collectivités pour faire vivre l'économie sociale et solidaire, où aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements autour de la lisibilité, de la visibilité de l'économie sociale et solidaire comme politique européenne, nationale et communale. On est dans un mois de l'économie sociale et solidaire. Il y a plein de choses qui se passent dans les territoires et qui sont portées par nos collègues ici. Jean-Michel Buff, pardonnez-moi, vous êtes maire de Blain, donc on est à côté de Notre-Dame-des-Landes. On passe des tours au bourg, comme le disait M. Nabali. Peut-être nous dire, vous, les préoccupations qui vous amènent ou simplement les enthousiasmes que vous avez déjà tout de suite, là, en effet, envie de partager. Et puis après, on découvrira un peu mieux votre territoire dans sa dimension ESS, puisque je crois qu'il y a un chiffre de 63% que vous avez très à cœur de partager. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être ici pour, comme le disait Mohamed, non pas réaffirmer, parce que je pense qu'il y a une nécessité définitive d'affirmer l'ESS comme étant partie prenante définitive de nos territoires. Et justement, au travers d'une chance, je suis désolé, le micro est faiblard. Si vous en avez un autre. Si la régie, c'est mieux, peut-être. Ouais, essayons, il okay. faut pousser un Merci. peu le retour. C'est l'occasion. On va y arriver. C'est l'occasion, puisque ce congrès annuel des maires de France, c'est aussi la confrontation, l'échange, le partage des bonnes pratiques. Et le fait de vous avoir dans cette salle, ça va nous permettre, au travers des retours de nos différents intervenants et notre grand témoin, de voir l'aspect constat de l'économie sociale et solidaire sur nos territoires, mais aussi, et je l'espère, un échange fort avec la salle pour avoir des retours d'expérience. On l'évoquait avec Mohamed ce matin, l'ESS dans les territoires, c'est une histoire. C'est une histoire de territoire. Et ça se construit parfois au travers d'un accident de la vie, de l'implantation d'une unité médicale, le fait qu'un ESAT vienne sur le territoire, etc. Et ça se construit. Et autour de cette construction, on est confronté en tant que maire à beaucoup de difficultés. Et on est là aussi pour aider à la montée en puissance de l'économie sociale et solidaire sur les territoires. Et cette montée en puissance, je pense que vous êtes là aussi pour en découvrir certaines clés de réussite, des constats d'échec à certains moments qui nécessitent peut-être justement sur ce partage et ces échanges d'avoir ces clés de réussite. Maël Copé qui est là parlera du livret qui sort, qui est tout chaud, sorti des presses d'impression et qui vous donnera des clés justement. L'idée, c'est que, et on a une chance extraordinaire, c'est qu'on va aller jusqu'à midi. Donc, ce qui est rare, souvent, sur un forum, on va pouvoir vraiment échanger avec vous. Et c'est l'objet, nous, de notre coprésidence de ce forum, c'est de vous faire réagir, de nous apporter des clés aussi de vos territoires sur les réussites. Et je vous souhaite un très bon forum. Monsieur Buff, en quoi êtes-vous du côté de Blain ESS compatible? Qu'est-ce qui signe ou désigne votre territoire? Alors, merci d'avoir rappelé ce chiffre par rapport à l'économie de mon territoire. C'est une petite communauté de communes de 17 500 habitants avec un bourg-centre dont je suis maire qui est de 10 500 habitants. On a la chance d'avoir un hôpital psychiatrique sur notre territoire. Cet hôpital psychiatrique, c'est 800 salariés, 180 lits. Et autour de la problématique de la santé mentale sont venus s'implanter beaucoup de structures, ESAT, IME. Et je ne vais pas vous faire la liste à la Prévert de toutes les associations qui ont pu s'implanter. Mais en tout cas, ça crée un réseau. Et ce réseau, aujourd'hui, au travers de toutes les implantations, représente sur l'économie 63%, qui est une économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire que le lien, il est très très fort. On est dans des sollicitations de marché public ou de marché à bon de commande, etc. On aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est une proximité permanente. Et on l'oublie. On l'oublie parce qu'on rentre après dans un phénomène qui est quasiment naturel. Non, ce n'est pas naturel. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin que le naturel, se remettre en cause, se remettre en question pour que justement il n'y ait pas de fracture à venir. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que de penser que tout est acquis et que tout est réglé. Non, il faut au contraire être très vigilant par rapport au sujet de l'économie sociale et solidaire. Alors, pardonnez-moi, je vais récupérer votre micro. Ils sont en train de se
Voilà, je vais vous permettre de découvrir notre panel d'intervenantes et d'intervenants. Il est complet, toujours sous la houlette magistrale de Monsieur Hamon. Je vous présente également vos voisins d'estrade. Bonjour madame, donc on vient de Nantes ce matin, voilà, le fameux 6h32 ou quelque chose comme ça. Peut-être nous dire le plaisir que vous avez à être invité par l'AMF, Maëlle, pour nous dire quelle est un peu la pépite que vous avez envie déjà de délivrer. Alors, bonjour à chacun et chacune. Effectivement, je m'appelle Maëlle Copet, je suis élue locale comme vous tous et toutes. Merci, messieurs, d'avoir organisé et permis en fait ce temps d'échange dédié à l'économie sociale et solidaire ce matin. Je suis élue à Nantes Métropole. Je suis vice-présidente à l'économie sociale et solidaire et je suis également très honorée de me présenter devant vous aussi en tant que présidente du réseau des territoires qui s'engagent pour l'économie sociale et solidaire, le RTES, dont on a 200 membres, 200 collectivités qui sont adhérentes et qui s'organisent chaque jour au quotidien pour que les politiques publiques puissent se croiser avec les enjeux de l'économie sociale et solidaire. C'est un peu compliqué pour moi de vous livrer une pépite, parce qu'il y a des adhérents du réseau dans la salle. Il y en a plusieurs, donc une pépite, ça va être compliqué. Les citer tous et toutes, c'est compliqué. Et puis, il serait aussi compliqué en tant qu'élu local de citer un seul exemple nantais. Peut-être vous dire que l'ESS est partout, en fait, en lien avec nos différentes politiques publiques. C'est la transversalité. Du club de foot qui fait la place aux ados, aux équipes féminines, qui fait la place aussi à la santé et au sport pour les plus anciens, aux places de crèches qui sont souvent aussi en lien avec la place de la parentalité dans nos quartiers, les repas bio dans les cantines. Romainville pourrait être cité en exemple. Nous avons aussi tout un sujet sur le vieillissement, sur la reprise d'un certain nombre d'EHPAD par la société civile dans les espaces ruraux. Et puis, on a aussi des exemples de coopératives de citoyens qui déplacent des montagnes pour installer des panneaux solaires et créer, comme à Nantes, par exemple, je n'ai pas pu m'empêcher, de créer la plus grosse centrale photovoltaïque de l'Ouest. Tout ça avec leurs petits bras. Non, pas que avec leurs petits bras, avec l'appui des collectivités locales et avec l'appui d'autres acteurs économiques du territoire. Donc, c'est ça l'économie sociale et solidaire. C'est pas toujours un clic, 3 minutes ou 2 minutes de pitch. C'est bien plus que ça, c'est bien plus complexe. Pourquoi ? Parce que ça correspond à la réalité de nos territoires. Et ça fait la place à chacun et chacune dans nos territoires en donnant le pouvoir d'agir aux citoyens. Et ça, c'est important dans la période démocratique qui s'ouvre. Et en essayant, autant faire se peut, de répondre aux enjeux écologiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Et en portant, en tout cas, c'est nous ce qu'on souhaite faire au RTES, une transition juste et à l'image de ce que vous avez incarné, messieurs, dans vos premiers témoignages, une transition juste, qu'on se situe dans un bourg ou au pied d'une tour. En tous les cas, il y a une interaction et de l'interterritorial qui va nous unir et des alliances à faire vivre. Madame Copet, la dernière lecture, le dernier ouvrage, la dernière personne peut-être plus largement qui vous a inspiré, quel serait-il, quelle serait-elle ? Alors c'est là comme ça, c'est le président du club de foot du quartier de Nantes Sud. Pourquoi ? Parce qu'en fait cette personne, elle est garante bien sûr d'une activité sportive de club, mais d'ouverture sur le quartier et de mélange avec des mômes qui viennent sur une passion et de mélange avec un quartier qui est traversé par des défis sociétaux, notamment la place des jeunes femmes dans ce quartier-là, la place des parents autour du terrain. Et tout ça, ça fait l'écho avec un peu l'ADN de l'économie sociale et solidaire qui ne peut se faire, je pense en tous les cas, qu'avec un partenariat fort avec l'éducation populaire qui nous permet là aussi de cimenter, de travailler la cohésion sociale. Donc c'est un grand président d'un petit club. Superbe. Je vous propose, Monsieur Hamon, je continue de vous présenter vos voisins
d'Agora. Monsieur le maire de Macouria, nous sommes en Guyane. Bienvenue, Gilles Delson. Peut-être alors, les ultramarins, toujours désireux de participer à cette grande foire aux questions métropolitaine. Le plaisir que vous avez à être là, vous l'avez partagé avec moi il y a quelques jours. C'est le moment de le mettre en plénière. Merci à toutes et à tous d'être présents. Effectivement, le fait déjà, merci Monsieur le vice-président, co-président, d'avoir pensé au département d'outre-mer et singulièrement donc à la Guyane, parce qu'effectivement c'est un domaine qui pour nous est vital. Donc, et le fait donc de voir que cette salle se remplit, ça veut dire qu'effectivement que l'ESS fait parler et mobilise. Vous savez, vous avez parlé de chiffres tout à l'heure. Moi, je donnerai simplement un seul chiffre. Vous allez comprendre pourquoi l'ESS, véritablement, c'est important pour nous. Ça représente 15% de notre PIB en Guyane. C'est comparable, du moins, au PIB du CNES à Kourou. Donc, vous comprenez effectivement donc l'importance pour nous donc que cette économie sociale et solidaire puisse s'exprimer de la façon la plus libre possible. Et au niveau donc de toutes les communes donc de notre territoire, il est important. Il est important qu'il y ait cette liberté justement, cette possibilité, laisser la possibilité justement à toutes ces communes de pouvoir laisser l'ESS vivre, de ne pas la contraindre par les lois, par des rigueurs qui vont dénaturer un peu l'esprit qui avait été créé à l'époque par M. Hamon, justement pour permettre à toute cette société de pouvoir s'exprimer de la façon la plus libre possible. L'ESS, ce n'est pas simplement, comme le disait madame, quelque chose donc de vertical. Pour nous, à Macouria, c'est véritablement transversal. Ce sont tous les secteurs de la ville qui œuvrent, pas simplement au niveau de la municipalité, mais le monde associatif, le monde économique, le monde culturel, le monde social, le paramédical, puisque nous avons un certain nombre d'associations qui œuvrent au niveau donc de tous ces domaines. Et dans un pays, parce que la Guyane, contrairement à d'autres départements, la Guyane, c'est un département qui se construit. Et pour pouvoir construire, nous avons besoin donc d'hommes et de femmes qui sont impliqués dans le monde associatif, justement pour permettre de créer cette cohésion sociale, de créer cette économie, pas simplement économique au sens financier du terme, mais véritablement une économie au niveau donc de cette société. Donc voilà un peu J'aurais beaucoup à dire, mais bon. Ça va venir, ça va venir. On va se partager le micro. Peut-être merci de votre présence en tout cas. Peut-être, est-ce que les agents, on sent la conviction de l'homme politique, est-ce que les agents sont au diapason de leurs élus dans cet intérêt, cette empathie, voire cette mobilisation de l'ESS localement? Le développement de l'ESS sur mon territoire, c'est une volonté politique, effectivement. Mais cette volonté politique ne peut être véritable que si les agents s'impliquent. Et c'est le but, justement, donc, de faire connaître, de faire comprendre l'importance donc, de l'ESS à tous nos agents, justement, puisque comme je le disais tout à l'heure à table, la plupart donc, de nos agents œuvrent au niveau donc, du monde associatif. Ils sont impliqués donc, dans la société, ils sont impliqués dans le quotidien donc, de la vie de tous les administrés. Donc à partir de là, effectivement, la prise de conscience de l'importance de l'USS se fait de façon tout à fait naturelle. Vous avez mentionné M. Hamon. Est-ce que vous auriez envie de lui poser une question maintenant? J'aurais bien, oui, effectivement. Allons-y, allez. Par rapport, comme je le disais, donc par rapport à l'esprit initial lors de la création donc, de l'USS, quand vous avez mis en place ce cadre. Ce cadre, ouais, voilà. Ce canevas. Ce canevas, il y a maintenant, ça fait 10 ans 11 ans. 11 ans. Et aujourd'hui, le résultat, puisque bon, nous savons effectivement que la Terre tourne, que les politiques changent, mais êtes-vous véritablement satisfait du travail et du chemin parcouru, quoi? Eh bien, on amorce le dialogue. Alors, je vous propose, messieurs les coprésidents, asseyez-vous, monsieur le maire.
Le micro, il est là. Il y en a un là. J'espère qu'il fonctionnera. On va faire avec. Et puis le bilan avec vous, Benoît. Et puis ensuite le retour au président. Et on aura 2 nouveaux intervenants, Madame Jarot et Monsieur Dechy, qui nous rejoignent. Bonjour. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux et très honoré. C'était garanti. Hop là. Oui, je disais très heureux et très honoré d'être parmi vous pour parler économie sociale et solidaire. Pour vous répondre, Monsieur le maire, je ne sais pas s'il y a 10 ans, une telle initiative aurait réuni autant d'élus locaux, parce qu'on n'aurait pas forcément identifié il y a 10 ans aussi bien l'économie sociale et solidaire dans nos territoires qu'on est capable de le faire aujourd'hui. Et je crois qu'au moins une des vertus de cette loi aura été de faciliter la rencontre entre cette société civile, qui est aussi une société civile impliquée dans l'économie, et les acteurs locaux, à raison du fait que chacun reconnaît, du côté de la société civile et de l'économie sociale et solidaire d'une part, et du côté des élus locaux, qu'aujourd'hui l'intérêt général se coproduit dans les territoires, qu'il n'y a pas qu'un seul acteur de l'intérêt général qui serait ou l'État ou les collectivités locales, mais que aujourd'hui, à travers l'initiative citoyenne, à travers l'innovation sociale qui est celle des acteurs de l'ESS, nous avons là des acteurs donc économiques, acteurs citoyens qui coproduisent l'intérêt général. Je voudrais vous donner une petite, moi aussi un petit chiffre, il est tout frais, tout chaud. Il y a un observatoire de l'économie coopérative qui vient d'être créé et qui vient de poser une question à un échantillon de Français dans un sondage. Qui, à vos yeux, incarne le plus et le mieux l'intérêt général en France? Et 2/3 des Français répondent les ONG et les associations en 1. En 2, les entreprises coopératives. Il y avait une liste de solutions qui leur a été donnée. 2/3 disent aussi les collectivités locales. Donc il y a un trio de tête. Et l'État n'arrive que très très loin derrière, avec moins d'un Français sur 2 qui aujourd'hui, c'est la principale information de ce sondage, considère que l'État incarne l'intérêt général. Bon, je ne vous parle pas, derrière, il y a les dirigeants politiques, les partis, tout ça s'effondre. Mais de la même manière, les entreprises de l'économie conventionnelle sont, elles aussi, très très bas, montrant là, s'il le fallait, qu'aujourd'hui, les responsabilités qui sont celles des acteurs de l'économie sociale et solidaire vont bien au-delà du fait de créer des emplois, de créer de l'activité. Nous sommes co-responsables de l'intérêt général. Alors ça a été très bien dit par plusieurs d'entre vous. Aujourd'hui, sur ce kilomètre de l'intérêt général où on perçoit qu'il existe d'innombrables besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits dans les territoires, la prise en charge du grand âge, la prise en charge de la petite enfance, tout ce qui peut relever du sport, de la culture, de l'accès à la santé, de l'accès aux soins, à la mobilité, au logement, il y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui agissent, interviennent, le font avec les moyens qui sont les leurs, qui combinent et font coexister financement public, financement privé, capacité d'investissement. Et ce sont aujourd'hui ces modèles dont il faut prendre soin, au sens où, si nous les abandonnons ou si nous les fragilisons, nous prenons le risque, à grande échelle, d'abandonner des millions de citoyens français qui n'auraient plus accès à leurs droits fondamentaux. Alors, votre question, c'était, par rapport à il y a 10 ans, est-ce qu'on a réussi nos objectifs ou pas? La vérité, non. Il faut être très honnête. L'objectif de la loi ESS, c'était le changement d'échelle de l'ESS. L'ESS représente à peu près toujours le même pourcentage du PIB en France, 10%. En nombre d'emplois privés, c'est 14% de l'emploi privé. C'est pas rien, hein. Mais le changement d'échelle n'a pas été réussi. Pourquoi? Et je vais, quitte à ce que ça pique, hein, mais bon, vous êtes des élus, on peut ensuite avoir le débat. Pourquoi? Parce que la volonté politique a été très intermittente et qu'il n'y a pas eu de stratégie de développement de l'ESS à partir de la loi. Et qu'une loi, ça reste un bout de papier si derrière, il n'y a pas de stratégie d'investissement, si la Banque publique d'investissement n'a pas de stratégie de développement de l'ESS, si la Banque des territoires n'est pas orientée par les pouvoirs publics, là aussi, pour soutenir les investissements dans l'ESS. Elle le fait, hein, mais il n'y a pas de pilotage, quoi, pour faire vite. Et ce qui explique que ce changement d'échelle n'a pas eu lieu. Et
Juste pour pour la bonne bouche, comme on dirait, et je termine par ça, ce qui, moi, me frappe, puisque j'ai été effectivement à l'écriture de ce texte, il y a maintenant, ça a commencé en 2012, on l'a voté en 2014, et entre ce qui s'est passé à cette époque-là et aujourd'hui, oui, indiscutablement, l'ESS est dans le paysage politique, mais dans le soin que lui apportent les pouvoirs publics, je vois encore un décalage absolument abyssal. Abyssal parce que quand on mesure aujourd'hui que dans notre pays, ce qui relève de la tech, des emplois de la tech, pèse à peine 3% de l'emploi privé, et qu'au moindre salon dans lesquels on aligne les startups, vous avez 15 ministres. Tandis que quand l'ESS accueille le monde entier au G7 à Bordeaux, plus de 10 000 participants il y a 15 jours, il a fallu attendre le lundi pour savoir qu'un ministre viendrait, tandis que notre secteur ou notre mode d'entreprendre représente 14% de l'emploi privé, on se dit qu'il y a quelque chose d'assez anachronique dans la relation des pouvoirs publics à ce mode d'entreprendre qui est toujours perçu comme une sorte de zone grise où on ne sait pas si c'est du marchand, du non-marchand, du privé, du semi-public ou quoi que ce soit, alors que, pourtant, et ça devrait être une fierté, cette loi dont on parle est une des lois françaises aujourd'hui les plus copiées dans le monde. Elle sert de modèle à toutes celles et ceux qui veulent organiser l'ESS. Il y a donc là un réservoir et un potentiel d'exemplarité et de développement qui me semble aujourd'hui largement sous-estimé par... là, je sais pas gauche-droite, hein, en tout cas par les pouvoirs politiques à minima depuis une petite dizaine d'années. Quel est votre point de vigilance aujourd'hui, Monsieur Hamon? On accueillera Madame Jarraud dans quelques instants. Quel est le point, alors à titre personnel ou à titre institutionnel, ESS, est-ce que vous voulez, ESS France, pardon, est-ce que vous voulez nous donner un petit bilan, un petit point d'actualité de la structure? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Il y a des dossiers sur lesquels vous êtes sûrement en train de militer. Ah oui, là on est en grosse bagarre, mais là vous n'allez pas être surpris, on est en grosse bagarre sur le budget. On est en grosse bagarre sur le budget, à la fois parce que ce qui est dans le budget, c'est une baisse des concours directs au développement de l'ESS, mais c'est une baisse des concours aux collectivités qui va se répercuter sur les acteurs de l'ESS. Donc on voit que nous sommes pris aujourd'hui dans une forme de mâchoire, et quand on y ajoute le fait que les financements privés vers lesquels on nous oriente ne sont pas non plus infinis. Le mécénat et la philanthropie, c'est une poche significative. La générosité des Français, c'est aussi une possibilité de se financer, mais objectivement, quand j'entends des dirigeants politiques nous dire bah, écoutez, diversifiez vos financements, il y a quelque chose de particulièrement douloureux à entendre cela, quand la plupart des acteurs de l'ESS, quand ils sont financés par le public, le sont pour remplir une mission d'intérêt général. Alors, un chiffre sur ce que nous avons évalué que rien que dans le champ associatif, 90 000 emplois en France étaient menacés en application des politiques budgétaires depuis 2 ans, c'est-à-dire le précédent budget qui est en cours d'exécution et celui à venir. C'est-à-dire c'est un plan social massif, diffus, mais massif. Pour vous donner quelques idées de ce qui risque de se passer, quand des associations aussi fameuses, réputées, respectées que le Secours catholique, aide, ou l'APF, donc l'Association des paralysés de France, le premier acteur de la lutte contre le sida, et le Secours catholique annoncent tous des plans sociaux, alors que ce sont des associations qui ont pignon sur rue, qui ont possibilité de faire appel aux dons des Français, ça vous dit l'état de fragilité qui sera celui d'associations qui, elles, dans les territoires, n'ont pas le recours ou la possibilité de faire de grandes campagnes pour essayer de sauver leurs emplois. Or, le problème, c'est que derrière un emploi associatif qui disparaît, ce sont souvent 1001 liens sociaux créés par ces emplois qui risquent de disparaître. Et ce que nous disons, alors nous avons un dialogue qui est un dialogue sérieux, rigoureux avec le Premier ministre, avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'ESS. Ce que nous disons, c'est qu'il faut prendre garde au grand désordre que pourrait créer la dislocation du tissu associatif et de l'ESS dans les territoires, et notamment dans des territoires où l'économie conventionnelle n'est pas très forte, où les services publics sont aussi en difficulté. Fragiliser en plus l'ESS, c'est prendre de grands risques d'aggraver les inégalités, les fractures, et donc
de préparer des désordres qui nous inquiètent beaucoup. Merci beaucoup. Juste, Monsieur Buff, si vous me permettez, on accueille Madame Jarraud dans quelques instants. Je demanderai à Monsieur Adelson comment il réagit. Vous pouvez vous asseoir, Monsieur Hamon. On vous reprendra dans quelques instants. Monsieur Adelson, cette question, il y a un droit de suite, c'est dans quelques instants, mais on a une parenthèse coprésidente. Décidément, pardonnez-nous. Hein. On n'a pas de chance. C'est le premier jour, c'est normal. Alors j'en profite puisque Benoît Hamon a dit qu'il fallait être un petit peu piquant et que nous sommes là pour ça. On est là pour échanger et il faut vraiment aller au fond des choses. L'Europe a soumis la France à une injonction de créer une stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous attendez de cette stratégie ? Non, mais vous avez raison. En fait, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. L'Europe a reconnu pour la première fois que l'économie sociale était un des 14 écosystèmes industriels européens. Donc on a là une reconnaissance qui est une reconnaissance précieuse parce que ça veut dire qu'on va pouvoir penser aussi le développement de l'ESS à l'échelle de l'Europe. Et donc militer pour une orientation d'une partie des fonds, FSE, FEDER, vers des activités favorables au développement de l'ESS. Une fois que j'ai dit ça, effectivement, merci Monsieur Buff, parce que la Commission européenne a demandé aux États membres de se doter d'une stratégie nationale de développement de l'ESS avant la fin de l'année. Donc nous, on a saisi la balle au bond avec ESS France, avec les acteurs de l'ESS, et on a demandé au gouvernement, et je veux saluer le travail de la précédente ministre de l'ESS, Véronique Louvagier, qui a voulu, en tout cas, avancer sur cet agenda-là et a proposé, à travers une première écriture de la Direction générale du Trésor, c'est là que ça commence à se compliquer, un premier draft, comme on dit, projet de stratégie nationale de l'ESS. La vraie difficulté que nous avons, pour être très honnête avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on a un document qui est un peu léger et qui n'est assorti d'aucune correspondance en termes d'investissement et de financement. C'est un peu un jardin sans eau, quoi. Et ce qui nous fait douter de la possibilité de suivre un cap, d'avoir un agenda qui soit un agenda un peu crédible pour les années à venir, à un moment où, par exemple, l'ESS est en première ligne sur la question du vieillissement de la population, des grands enjeux en termes de prise en charge des personnes âgées vulnérables. On pourrait aussi rajouter, puisque tu l'as dit Maël tout à l'heure, la question de la petite enfance. On voit aussi avec le sport amateur ou les établissements culturels que nous avons besoin, nous, d'une stratégie. Mais pour ne prendre que la question du vieillissement, il y a un mur d'investissement qui est devant nous, qui va mobiliser à la fois des investissements publics, mais aussi privés. Et la question est de savoir, une fois qu'on sait que ce mur existe, d'abord l'évaluer exactement et comment mobiliser les acteurs pour répondre à ces besoins-là. Et cette stratégie devrait pouvoir y répondre, en tout cas orienter le développement de l'ESS en ce sens. Et bon, à cette étape, Monsieur Buff, je suis obligé de vous dire que le document qu'on nous propose n'y répond pas. Et nous allons, nous, travailler avec le gouvernement à muscler cela. Mais les acteurs, les collectivités locales, aussi bien l'ARF que les maires, que les départements, sont au sein du Conseil supérieur de l'ESS, très mobilisés aux côtés des acteurs de l'ESS pour pousser le gouvernement à produire un document qui soit à la hauteur des besoins et pas seulement très inspiré par la timidité du Trésor ou de Bercy sur ces sujets-là. Merci. Préparez, Monsieur Hamon, cette lettre à un jeune maire qui s'engagerait en 2026 sur ce que vous aimeriez qu'il sache quand il prend son mandat. Alors, je pense aux maires qui renouvellent leur engagement, mais aussi à ces nouveaux maires qui sont attendus l'année prochaine. Vous me direz quel est le message que vous essayez d'infuser. Est-ce qu'il y a un kit d'accueil? Est-ce qu'il y a des universités d'été de ces nouveaux maires auxquels vous participerez? Monsieur Niabali, point d'étape, et on découvre de nouveaux intervenants. Peut-être pour réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur cette première séquence, déjà dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on a rendu lisible depuis cette loi ESS, c'est le fait que l'intérêt général ait une co-responsabilité connue et reconnue. Je dirais que le premier débat de la loi, pour moi en tant que maire, c'est déjà un combat culturel. Et le combat culturel, en réalité, je pense que chacun d'entre nous l'a bien en tête,
ce n'est pas la société civile et les élus. En fait, il y a la société civile et l'institution, et dans l'institution, il y a nos agents et les élus. Et en fait, en réalité, ce qu'on a pu travailler ces 10 dernières années, c'est la question déjà de voir les grilles de lecture et de culture de chacune de ces parties prenantes. Pour être très concret, le temps des associations, et donc du président de l'association d'un club de foot, est différent du temps de l'agent, qui est encore différent du temps de l'élu. Et il y a des intérêts convergents et des intérêts divergents, et il y a aussi quelles sont les positions des uns et des autres. Je pense que chacune et chacun d'entre nous ont déjà vécu ces situations où nos agents nous ont dit chers élus, est-ce que vous êtes sûrs de vouloir travailler avec telle personne parce qu'il ne m'a pas l'air très sérieux, ou il n'est pas très stable, ou il n'est pas assez rigoureux administrativement, etc. Et donc je dirais que la loi ESS nous a permis collectivement d'ouvrir nos chakras et de changer un peu nos cultures. Et donc tu as raison, Benoît, quand tu dis qu'en réalité, en termes de changement d'échelle sur le quantitatif, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais je pense qu'il y a une chose qui a changé fondamentalement, c'est la culture des collectivités territoriales sur l'ESS qui est passée de l'invisible au visible et du réaffirmer à l'affirmer. C'est un peu comme ça que je voulais poser le premier sujet. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui me semble aussi important à poser ici par rapport à ce qu'on vient de se dire. C'est qu'en vrai, nous, en tant que collectivité, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, on essaye de répondre aux besoins de nos territoires. Et ces 30 dernières années, je vais m'arrêter là, parce qu'après, j'ai 40 ans. J'avais déjà 10 ans il y a 30 ans, donc après, je ne réponds de rien. Et ce qu'on a vu, on a vu nos services publics s'effondrer petit à petit. Et nous, les élus locaux, on essaye de tenir des services publics locaux et on a fait alliance avec cette société civile pour la résilience de nos territoires et pour pouvoir répondre aux besoins des gens. Et aujourd'hui, on est dans une étape qui nous fait un peu flipper parce que nos services publics, ils sont en train de se fragiliser. On le sent. Voilà. Mais de l'autre côté, la société civile est aussi en train de se fragiliser. Et là, on est dans un virage. Et moi, je voudrais vraiment qu'on parle de ces sujets-là. On est dans un virage où je sens un peu le cercle vicieux, où on a la société civile qui est en train de se fragiliser alors qu'elle répond plus que jamais à des besoins vitaux et sociétaux que l'économie de marché où l'État n'arrive plus à répondre, petite enfance, seniors, santé, etc. Et que nous, collectivités, on est en train de perdre du pouvoir d'agir et du financement. Et donc, la peur que j'ai aujourd'hui, c'est une société civile qui perd des financements d'État. On lui dit il faut aller vers le privé, mais aussi les collectivités qui ont les mêmes réponses à la société civile en disant désolé, nous aussi on n'a plus de sous, etc. Et donc, je pose cette question ici qui me semble intéressant, à la fois aux collègues sur quels sont vos retours d'expérience sur ce sujet-là, et à notre grand témoin qui est aussi cette question-là aujourd'hui sur tu as parlé de changement d'échelle. Moi, mon sujet aujourd'hui, c'est comment consolider l'existant et comment créer de la résilience territoriale pour répondre aux besoins des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la préoccupation des communes demain, qui est comment on continue à faire fonctionner le service public, le service au public, mais surtout protéger les gens et prendre soin des gens. Mesdames, Messieurs, quelque chose de très important vient d'être dit. Monsieur Niabali a peur. Il est inquiet. Et c'est le moment, plutôt que nos intervenants, qui sont aguerris au micro, plutôt que Monsieur Hamon, c'est le moment de le rassurer. Et peut-être pour vous, déjà, de faire part de premières impressions, de premiers éléments à partager. Est-ce que ce micro peut trouver une main parmi vous? Monsieur, bonjour à vous. Bonjour, Farouk Amri, je viens de la Guyane également. Je parle sous le couvert d'un ami qui s'appelle Bernard Agarini derrière moi. Bonjour Bernard. Des DGS. Et j'ai suivi un module de formation sur la transition écologique et sociale. Et à l'aide de cette formation, je me rends compte de plus en plus de l'inéluctabilité de l'ESS. Donc moi, à mon niveau, je suis assez optimiste parce que de toute façon, on n'aura pas d'autre choix que d'y contribuer et de la consolider.
Mais j'ai beaucoup apprécié votre témoignage. Merci. Qu'est-ce que vous avez appris ou acquis de plus à l'intérieur de cette formation? On assiste à un monde de plus en plus fluctuant et que la stratégie, c'est d'avoir des institutions et un secteur associatif, un circuit court qui est engagé à la fois dans la transition écologique et qui renvoie à la notion de robustesse, qui est fondamentale. Donc plus le système performant du marché privé, il faut absolument qu'il y ait une révolution, ou plutôt une évolution culturelle, qui consiste à dire consolidons cette économie sociale et solidaire pour viser la robustesse. Et peut-être nous dire, puisqu'on me vole mon micro, mais je me bats, qui était le formateur? Non, oui, pardon, merci beaucoup. Il est là, il peut se lever. Ah d'accord. Donc, Monsieur Bernard Guérini. Donc là, on a une légende. ressource. Voilà, et quel est son profil pour enseigner ces transitions? Je ne vais pas parler à sa place, mais en tout cas, il est DGS d'une collectivité importante et depuis maintenant 3-4 ans, il est très engagé sur cette notion de transition écologique à laquelle il faut ajouter le mot social. D'accord, merci beaucoup. Derrière vous, monsieur, on continue de vous écouter, ça arrive. Bonjour, madame. Bien, bonjour, Florence Presson, adjointe au maire sur la ville de Sceaux. Sceaux, Sceaux. Donc, région Sceaux, parisienne. Hein. Voilà, sud de la métropole du Grand Paris, avec une caractéristique. À peu près 80% des habitants sont cadres supérieurs, dirigeants. Donc quand on parlait de SS, économie sociale et solidaire, c'était opposer les gentils avec ceux qui étaient perçus comme les méchants, ceux qui faisaient du capital. Et on avait vraiment un blocage important jusqu'au moment où on a changé le mot et on a appelé ça l'économie circulaire et solidaire. Et à ce moment-là, je dirais que les barrières sont tombées. Et on a pu mener un certain nombre d'actions qui sont connues et reconnues par les citoyens, qui bénéficient à tout le monde, principalement les marchés publics, parce que c'est fondamental. Et je pense que dans les marchés publics, on ne peut pas dissocier l'économie circulaire de l'ESS. Et puis après, il y a aussi un changement à faire, parce que moi je suis dans le positif, qui est de dire, nous on aurait adoré par exemple faire nos bâches, les recycler en faisant travailler une société de ESS, sauf que même si on a un Fab Lab textile, on n'avait personne pour le faire. Donc soit on ne le faisait pas, soit on essayait de monter un truc, on finançait, etc. Mais on a décidé de se rapprocher de la ville de Pantin, qui a une solution, donc à tout au nord, loin de chez nous, mais qui a une solution aujourd'hui établie, qui a aussi des soucis d'équilibre financier. Et là, à ce moment-là, au lieu chacun de faire chez soi, mutualisons. Apportons nos bâches et effectivement, récupérons ensuite les réalisations. C'est mettre aussi en évidence dans notre commune ce qui est réalisé dans les autres communes. Donc la mutualisation, je pense que ça peut nous faire gagner des sous. Très intéressant. Quel est l'objet de cette mutualisation et quelle forme ça a pris, si on doit être aux manœuvres en tant que DGS ou en tant qu'élu? Alors, ça a été d'abord des rencontres et des échanges. Nous, on voulait absolument la même chose chez nous, forcément. Et puis de se dire, non, on va effectivement coopérer. Coopérer, ça veut dire très concrètement, on achète un travail réalisé à partir de nos bâches à cette structure, avec une communication sur cette structure. Voilà, pour nous, c'est ça. Donc voilà, ça fait un chiffre d'affaires supplémentaire qui va permettre de maintenir des emplois ou de développer leur activité. Et de donner, j'espère, envie à d'autres communes qui n'ont pas les moyens de mettre en place cette solution, de continuer à travailler avec cette structure associative. Super. Sceaux et Pantin, donc dans un même combat. Monsieur, voilà, bonjour à vous. Merci. Bonjour, Yaya Daoudi. Je suis maire adjoint de Matoury, en Guyane, élu à l'agglomération du centre du littoral. J'aimerais donner quelques exemples concrets de ce que ça peut être l'ESS. En Guyane, j'ai à côté de moi le maire de Macouria. Dans sa commune, parmi toutes les structures qui existent dans l'ESS, on parle du mouvement Coras, mouvement des régies, on peut parler de chantier école, voilà, le réseau Cocan, il y a quand même pas mal de réseaux qui tournent autour de l'ESS. Sur le mouvement des régies, par exemple, en Guyane, il y a M. Adelson, il a une structure dans son territoire. À l'emploi, une quarantaine de salariés. Pour dire un petit peu concrètement ce que ça donne. Donc 40 salariés, et ça fait quoi? Ça fait une école solidaire, ça fait une auto-école sociale,
ça fait comment dire, un salon de coiffure solidaire, ça fait pas mal de choses comme ça, et ça fait quand même 40 salariés dans la commune, ce qui n'est pas négligeable. Si je prends un autre exemple sur la Guyane, je vais un petit peu au bout de l'autre côté, Papaïcheton. Papaïcheton, à partir de Cayenne, vous devez, quand vous avez fait 9 heures de vol pour arriver à Cayenne, vous arrivez à Cayenne, vous prenez une heure d'avion pour aller au fin fond de la forêt, et quand vous êtes arrivé à Maripasoula, la plus grande commune de France, vous allez aller encore faire 2 heures de pirogue pour arriver à Papaïcheton. Quand vous êtes arrivé là, et c'est là on voit que l'ESS est ancré dans les territoires, et c'est là qu'on voit qu'on a besoin de ce mouvement-là. Et je remercie M. Hamon d'être à l'origine, justement, quand il était aux affaires, comme on dit, d'avoir œuvré pour arriver à ça. Et donc là, vous avez, à part la mairie, vous avez l'association qui emploie 65 salariés. 65 salariés, vous multipliez par 4, ça fait 200 familles qui se nourrissent de cette situation-là. Et c'est le deuxième employeur après le maire. Parce qu'il n'y a pas d'autre entreprise, il n'y a rien d'autre. Donc du coup, l'utilité publique, l'utilité générale, elle est là. J'en passe, hein, à Cayenne, on emploie 100 salariés, à Remiremont-Joly, on emploie 100 salariés. En Guyane, ça fait à peu près 600 salariés qui vivent de ça. 600 multipliés par une famille de 4, on est à 6 x 4, 24, on est à 2400 personnes qui vivent de l'ESS, qui vivent de ces structures d'insertion. Donc, moi, si je dis un petit peu ces exemples, hein, c'est comme témoignage, mais en même temps un questionnement que je vais poser à l'Assemblée, parce que nous sommes dans le salon, dans le congrès des maires, avec une connotation bien politique, hein, parce que l'ESS, ce qu'il est en train de vivre en ce moment, il est en train de vivre un massacre. Un massacre, pourquoi? Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on va perdre sur le PLF 2026, on va perdre 244 millions d'euros sur l'aide au poste. On va perdre 35 millions d'euros sur le PIC IAE et on va perdre 40 millions sur le FDI. Ça, c'est le projet. Hein. Voilà. C'est l'intention, en tout cas. Voilà, donc du coup, en fait, si j'interviens, c'est aussi pour que nous, ensemble ici, qu'on soit un petit peu conscients et on se bat pour justement essayer d'éviter ce massacre. Super. Il y a un amendement qui a été déposé. Non, mais c'est important, on va aller plus vite, mais c'est important quand même. Oui, mais je vais pas monopoliser la parole. Non, tout va bien. Je ne monopolise pas la parole parce que c'est important. Là, il y a un amendement qui a été déposé à l'Assemblée nationale qui est passé. Il est au jour d'aujourd'hui au niveau des Sénats, et c'est pour ça que je prends la parole aussi, c'est parce que nous sommes tous des élus ici, et nous avons tous des députés et des sénateurs dans nos territoires, et c'est pour mobiliser un petit peu les députés et sénateurs justement sur cette question-là qui est importante. Je suis intervenu au niveau de l'association la CCDOM sur ce même sujet, donc du coup il y a un manifeste qui a été signé dans ce sens. Et je souhaite qu'à l'issue du congrès des maires, qu'il y ait un manifeste sur justement l'ESS pour qu'on puisse aller plus loin au niveau de l'État pour dire que ça, je ne vais pas revenir un petit peu sur l'utilité sociale. Elle est connue, reconnue, etc. Mais c'est un combat qu'on doit mener, nous les élus, pour ne pas se laisser faire. Le mouvement associatif, hein, comme j'étais à votre... quand il y avait le mouvement des associations à Paris. Donc, à ce moment-là, en fait, toutes les associations, ils disent quoi au jour d'aujourd'hui? Monsieur Hamon, il a donné tout à l'heure des exemples. Les associations de ce type-là disent maintenant stop, on ne peut plus. Le roseau qui se pliait un petit peu à tout, maintenant, il est à la rupture. Il y a une cassure qui va se faire. Donc, quand on va perdre sur cette question-là, aujourd'hui, si le PLF passe, 20 000 emplois. 20 000 emplois, ça fait 60 000 personnes prises en charge. 60 000 multiplié par 4, ça fait 240 000 personnes qui vont être dans la précarité. Et quand on compare ça avec ce que ça rapporte,
l'ESS. Parce que l'ESS, ce n'est pas quémander de l'argent à l'État. L'ESS, pour 1 euro investi, c'est un retour sur investissement de 1,50 €. C'est la Cour des comptes qui le dit. Quand bien même que la Cour des comptes dit ça, que c'est un investissement, eh ben on fait une coupe budgétaire de l'ordre de 600 millions d'euros. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire un petit peu pour sensibiliser justement le Congrès des maires à cette question pour qu'on puisse la porter au plus haut justement d'ici la fin de ce congrès. Alors c'est Merci. super. Excusez-moi si Non, non, j'étais- c'est génial. Je vous prends en consultant technique et je voudrais savoir si l'AMF, justement, par rapport à cette interpellation plutôt institutionnelle, il y a les départements, il y a les régions qui sont évidemment également interpellées. Et puis ensuite, sur l'idée de massacre, M. Hamon va réagir. Tout d'abord, merci pour cette intervention. Elle n'était pas longue, elle était pertinente, elle était exactement dans l'enjeu que nous évoquons pendant ce forum. Donc, merci beaucoup. Moi, j'avais une question en ce qui concerne votre situation en tant que maire adjoint sur votre commune, le lien que vous avez avec ces associations, parce que vous avez parlé du rôle des associations, mais quel est vous par rapport à ce lien? Et puis après, je me permettrai de laisser la parole à Benoît Hamon pour qu'il vous évoque une réponse complémentaire et du rôle nécessaire de l'Association des maires de France auprès des parlementaires, parce que bien évidemment, nous avons tous collectivement des messages forts à faire passer et c'est le moment. Je pense qu'à l'issue de ce forum, peut-être qu'on pourra évoquer au niveau du bureau de l'AMF et tu feras, Mohamed. Mais merci en tout cas. Et par rapport à la question que je vous posais, c'était ce lien. Comment aujourd'hui, par rapport à cette fragilité que vous évoquez, vous pouvez consolider ce lien? Parce que je crois que c'est ce qui intéresse toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Ben, je dirais 2 choses. Déjà, faire cette coupe budgétaire, c'est couper un bras aux maires. Parce que les maires, avec leur dotation globale, avec je veux dire, leur budget, ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Là, bien dernièrement, on a enlevé les piquis, enfin les contrats aidés aux maires. Comment voulez-vous qu'un maire fasse le lien social sans les contrats aidés? Ça, c'est juste impossible. Mais les maires le font en équilibrant leur budget quand même, alors que le budget de l'État n'est pas équilibré. Donc ça, je dis ça au passage. Donc, ça, c'est déjà une chose. Quand un maire a besoin, parce que le maire, vous le savez tous, on est tous dans cette situation, la première chose, on va dire, il y en a qui disent nous sommes le dernier kilomètre, voire comme il dit Isnar, le premier kilomètre, et un ailé de chez nous, il dit on est à portée de baffe. C'est-à-dire que voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, bah c'est monsieur le maire, j'ai pas d'emploi, j'ai pas de logement, j'ai pas. Et l'ESS, elle agit justement là, elle agit sur l'insertion sociale, sur l'insertion professionnelle, et elle s'occupe de qui? Elle s'occupe des personnes qui sont vraiment, comment dire, en grande précarité. Et quand je dis tout à l'heure, je dis qu'il y avait 1 euro investi, ça fait 1,50 € de retour sur investissement. Ça concerne les publics fragilisés. Et ces publics fragilisés, quand il y en aura 600 000 d'or, ça veut dire qu'il y aura 600 000 personnes en moins dans la consommation. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va devoir leur donner des aides. Alors que quand on est sur cette situation avec l'ESS, donc du coup, ils ont un salaire et on participe justement avec les, comment dire, avec les charges sociales, patronales, etc., salariales. Donc, je veux dire, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question comme ça, mais en tout cas... Je vais la reformuler en fait. Oui. Est-ce que votre soutien il est lié à des subventions? Est-ce qu'il est lié à de la commande publique? Est-ce qu'il est lié à du marché? Et comment vous envisagez par rapport à ces baisses qu'on vient d'évoquer la relation avec les associations avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui? C'est ça, en fait, le sens de ma question, c'est la contractualisation en fait, que vous avez avec elles. Ce qui est intéressant dans l'ESS, c'est qu'ils ne vivent pas que de la subvention. Ils vivent d'une part de la subvention, qui est à peu près 30%, on va dire, 30% de subvention, mais 70% de chiffre d'affaires. La relation avec les maires qu'on a avec l'ESS, c'est faire des marchés réservés, des marchés d'insertion et de qualification, ce qui permet à un maire d'investir dans une structure d'insertion qui, par la suite, va capter 30% de subventions. Et donc, du coup, ça marche comme ça à 30-60. 30% de subventions et 60% de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si j'ai encore répondu à votre question ou pas.
La réponse est oui. Monsieur Hamon, levez-vous pour Oui, mieux non, mais respirer. juste pour Et le dire, massacre, alors non, oui, mais non. juste pour dire que d'abord, tous les chiffres donnés par monsieur sont strictement exacts. Ce dont il parle, en fait, c'est le secteur de l'insertion par l'activité économique, qui est une des composantes de l'ESS. C'est-à-dire, le tableau décrit par monsieur est très juste. En clair, aujourd'hui, sur les aides au poste qui concernent les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, la formation de ces personnes, l'encadrement, il y a un projet de budget qui va se traduire par 20 000 postes supprimés et soutenus par l'État. Et sur ces 20 000 postes, monsieur a raison, il y a 3 personnes qui se succèdent sur chaque poste, et effectivement 60 000 personnes qui ne bénéficieront pas de l'insertion par l'activité économique, dispositif jugé par la Cour des comptes, au passage, comme un des plus efficaces et des moins coûteux pour faciliter la réinsertion par le travail de personnes très éloignées de l'emploi. Et c'est là où vous avez parfaitement raison de dire que cette économie à court terme est une économie assez absurde, parce qu'en réalité, ces personnes qui ne travailleront pas, d'ailleurs, ne dépenseront pas d'argent, verront leur pouvoir d'achat baisser, ça fera moins de TVA, moins de recettes fiscales. Et puis, surtout, rappelons-le, ça augmentera ce qui est aujourd'hui une forme de cancer de la société française, c'est le développement de la grande pauvreté et de la pauvreté. Nous avons 15,4% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est le chiffre le plus élevé jamais mesuré par l'INSEE depuis qu'elle calcule cela. Et choisir de baisser les moyens de l'insertion par l'activité économique va dans le sens d'une augmentation de la pauvreté, pas du contraire. Donc vous avez raison, et je ne peux que valider la totalité. Merci d'ailleurs, monsieur, pour cet argumentaire. Et je voulais juste dire une chose, parce qu'on le sait assez peu, c'est qu'aujourd'hui, les territoires ultramarins sont parmi les plus innovants et les mieux organisés en matière de développement de l'ESS. C'est que ESS France organise les chambres régionales de l'ESS, peut-être les connaissez-vous dans vos territoires, les CRES. Et ces CRES sont dans les territoires ultramarins, organisées de telle manière qu'elles sont des acteurs majeurs du développement des activités des entreprises. Et on a, de ce point de vue-là, beaucoup d'exemples que nous allons, nous, piocher du côté des territoires ultramarins pour les dupliquer aujourd'hui dans l'Hexagone. Et voilà. Donc, mais ce qui est terrible dans l'exposé que vous avez fait, monsieur, c'est que ça n'est qu'un bout de l'ESS. C'est juste le bout qui concerne l'insertion par l'activité économique. Merci. Alors, messieurs les coprésidents, si vous me permettez, il nous reste une toute petite heure et l'échange avec la salle a démarré. Monsieur Hamon prépare sa lettre à un futur élu de 2026. Voilà, en 3 points, 5 points, 7 points, voilà, comme vous nous ferez quelque chose de poétique. On a une demande de parole ici. Je voudrais entendre le formateur tout à l'heure et je voudrais accueillir, juste avant, permettez-moi, madame, nos 2 intervenants qui ont réussi à se sortir d'embouteillages locaux ou d'agglomération. D'abord, madame la représentante des maires de Saône-et-Loire. Bonjour à vous. Vous êtes, madame Jarot, bien arrivée, bienvenue. Peut-être nous dire, avant que monsieur Dechine prenne la parole à son tour pour se signifier à notre auditoire, ce que vous avez déjà entendu, quelle est la chose que vous avez indispensablement envie de dire, et puis on verra plus tard la belle histoire que vous apportez. Alors, comment vous êtes sorti des embouteillages déjà ? Levons-nous, allez-y, on veut vous voir. Ça n'a aucun intérêt. Je voulais m'excuser auprès de vous, mes chers collègues, et chers agents des collectivités. Je reconnais beaucoup de monde dans cette assemblée. Monsieur Hamon, je vous ai accueilli à Montceau-les-Mines il y a un certain temps. Je venais d'être élu maire et je vous ai même raccompagné au TGV. Voilà. Et il a quelque chose à vous rendre ou pas? En attendant, merci pour ces propos. Alors, vous me demandez avant la nice story de réagir. Je dis bonjour à mon collègue avec qui je travaille au sein de l'AMF, Mohamed, bonjour, et encore mes excuses pour le retard. Alors, un certain nombre de choses ont été dites par Monsieur Hamon. Monsieur Hamon, vous avez parlé de zone grise. Si je peux me permettre, j'aurais plutôt dit, parce que c'est tellement triste, zone grise, j'aurais dit zone méconnue. Et il y a des personnes qui ont dit qu'il faut se mobiliser tous ensemble pour mieux connaître l'ESF. Donc, zone méconnue, si nous nous mobilisons tous, et ce qu'a dit Florence, la maire adjointe de Sceaux, eh bien, c'est un exemple tout à fait intéressant. Si tout le monde se mobilise pour dire on doit accueillir
parce que c'est positif, parce qu'on a cette responsabilité des entreprises sociales et solidaires, moi je raconterai ma nice story après, eh bien on peut y arriver. Il y a quand même chez les élus cette volonté de solidarité, de faire en sorte de ne pas laisser sur le chemin ces entreprises-là. Moi, c'est une entreprise à vocation et une association à vocation économique, et faisant partie de l'ESS, et qui forme des artisans. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, vous avez parlé aussi, je ne sais plus qui l'a dit, acteurs de proximité. Alors, les acteurs de proximité, ben oui, nous sommes des acteurs de proximité de l'ESS. Sans nous, sans les maires, de toute façon, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Donc, nous sommes des acteurs de proximité, nous sommes des gardiens de cette solidarité active, de cette solidarité respectueuse, et véritablement, oui, nous sommes des acteurs de la solidarité, et les acteurs de la solidarité peuvent aussi mener des combats pour valoriser des initiatives économiques qui ne sont pas des initiatives économiques capitalistiques, qui sont des initiatives économiques pour remettre sur le chemin de l'emploi des personnes éloignées de l'emploi pour des raisons X, Y. Vous l'avez dit tout à l'heure, si on se met à ne plus avoir d'entreprise, d'établissement, c'est une association pour moi, mais qui s'occupe d'économie sociale et solidaire, ça veut dire qu'on va laisser sur le chemin des gens qui n'auront pas d'emploi, donc qui rencontreront des problèmes de logement, qui rencontreront des problèmes de santé. Et ça, alors, je vais dire une chose horrible parce qu'on parle de l'humain, mais ça coûtera beaucoup plus cher à la solidarité nationale que de mettre en place des initiatives simples mais efficaces concernant l'ESF. Voilà ce que je voulais dire avant de raconter ma nice story, mais ça sera tout à l'heure. Peut-être dire à notre auditoire, à vos collègues, ce qui valait cette invitation par l'AMF à la maire de Montceau-les-Mines que vous êtes. Est-ce que vous êtes en poste avancé? Est-ce que c'est le département qui l'est, puisque vous présidez les maires de votre département? Pourquoi vous? Alors, je crois que nous avons été relativement exemplaires, mais c'est surtout toute l'équipe municipale, relativement exemplaire sur la mise en place, l'accompagnement de l'Atelier du Coin, qui est une entreprise d'insertion à vocation économique soutenue par une association Arc-en-Ciel. Et c'est à travers l'association Arc-en-Ciel que nous avons permis de revivre à l'Atelier du Coin. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Vous allez en parler, tout à fait. Je vais profiter. Monsieur Dechy, vous patientez encore un tout petit peu. Je voudrais aussi que Madame Copé prenne la parole, mais on va irriguer nos échanges d'une intervention de la salle. Je ne sais pas qui est cette dame. Est-ce que vous êtes élu? Est-ce que vous êtes association? À votre guise, bien sûr. Bonjour, je suis Brigitte Adam, deuxième adjointe à la mairie de Saint-Denis de la Réunion, donc la plus grande commune de l'Outre-mer. Et c'est vrai que sur la question de l'économie sociale et solidaire, c'est un enjeu, surtout dans les Outre-mer, où la vie chère est un vrai sujet. Et l'idée pour nous, c'est de dire comment est-ce qu'aujourd'hui, on réussit aussi à transformer les pratiques des consommateurs. Parce que quand on a une vie sur les réseaux, sur la consommation massive ici et là, c'est comment on redonne la possibilité aux citoyens de transformer ses achats, de transformer sa consommation et faire en sorte que finalement aussi participe au développement de l'économie sociale et solidaire. C'est ça dont il s'agit. À Saint-Denis, nous avons organisé, mis en place un dispositif innovant sur la question de la participation citoyenne. Nous avons développé des comités d'action citoyenne et où les habitants, les citoyens, finalement se regroupent, proposent et agissent par eux-mêmes. Vous avez parlé tout à l'heure du pouvoir d'agir et finalement nous avons augmenté le pouvoir d'agir des citoyens, donc ils ont été formés et aujourd'hui ils sont en capacité de se prendre en main et développer dans leur quartier
Alors, ce n'est pas tout à fait de l'économie, parce qu'ils sont déjà parfois en emploi, ils sont déjà à la retraite, ou sont déjà dans le tissu associatif, ou travaillent déjà dans des institutions. Mais en tout cas, ils se mettent en mouvement pour pouvoir apporter de la solidarité, pour pouvoir mettre en place des brocantes, etc., au plus près des habitants, puisque c'est 44 comités d'action citoyenne, regroupés à 44 élus, 44 clubs seniors et 44 groupes scolaires. Donc nous maillons les enfants jusqu'aux seniors pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir la parole. Deuxième chose, donc développer aussi les conseils des enfants, conseils des jeunes, conseils des sages, pour justement avoir cette transmission de pratiques de consommation aussi des anciens, et développer aussi en pied d'immeuble, avec l'accord bien sûr des bailleurs sociaux, nous avons développé des jardins nourriciers, pour justement amener cet échange-là entre les uns et les autres. Et ça, c'est une pratique qui avait perdu du sens à l'époque. Et suite aux différents événements, notamment la crise sanitaire qui nous a touchés de plein fouet, alors les gens ont commencé à vouloir mettre la main dans la terre, parce que dans les immeubles, on n'a pas accès à la terre, à mettre la main dans la terre. En pied d'immeuble, on a maintenant plein de jardins, et où les gens, finalement, au départ, avaient très peur du vol, et c'est respecté en tout cas. Ça, c'est une deuxième chose, et je terminerai là-dessus. Non, on a aussi un tissu associatif qui est très développé à Saint-Denis de la Réunion. Nous finançons par des moyens de subvention 500 associations. Nous avons un budget de 31 millions d'euros chaque année. Et malgré les baisses de dotation de l'État, nous avons continué à maintenir ce budget. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit toutes et tous tout à l'heure, il y a de la cohésion sociale, il y a du maintien de solidarité, il y a le maintien du respect des uns et des autres. Et nous avons développé, madame m'a parlé de l'éducation populaire tout à l'heure, et je crois que si nous ne développons pas l'éducation populaire, alors l'économie sociale et solidaire pourrait rester un accessoire. Or, l'économie sociale et solidaire ne doit plus un accessoire, doit être un enjeu majeur dans chacune de nos sociétés, dans chacune de nos collectivités, et pas que les mairies. Je voudrais que, enfin, voilà, après moi je ne suis pas dans le truc des régions et départements, même si je suis conseillère départementale, et je voudrais vraiment que nous puissions développer l'économie sociale et solidaire, pas que au niveau des mairies, mais bien au niveau des intercos, au niveau des départements et au niveau des régions, parce que si nous ne développons pas cela, et si nous ne transformons pas la manière de consommer, alors ça restera bancal. Voilà mes propositions. Monsieur Buff. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Ça va me permettre de poser une question à la salle, mais sur ce sujet du comportement. Et le comportement de consommation inclut pour moi le comportement d'achat. Mais comportement d'achat, pas simplement du citoyen, mais de la collectivité. Et j'ai une question à poser à la salle. Qui connaît l'article 58 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire? Reposez votre question. C'est l'occasion de faire passer aussi l'info. Qui connaît l'article 58 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire? 2 personnes. 3, 4, 5, 15 3. personnes. Je vais Voilà. prendre quelques instants. Elle vous concerne, elle nous concerne tous, toutes les collectivités, quelle que soit la strate, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, communes, interco, départements, régions, et toutes les administrations, là aussi, et ses périphériques et satellites. C'est une obligation inscrite dans la loi d'avoir sur 17 familles de produits en matière de fourniture, que ce soit des téléphones, que ce soit des vélos, que ce soit des vêtements, que ce soit de la vaisselle, etc. 17 familles de produits où l'obligation est faite d'avoir minimum 20% issus du réemploi, de la réutilisation ou de l'incorporation de matières recyclées. Et là, le SS a toute sa place. Ça veut dire que vous pouvez, au travers de commandes dans des marchés qui sont inférieurs à 40 000 euros, être simplement sur un principe de concurrence, mais ça va très très vite, avoir un lien privilégié, contractualisé avec l'économie sociale et solidaire. Je vous passe ce petit message parce que malheureusement, c'est insuffisamment connu. Et là, on a un vrai vecteur de lien avec les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire qui eux-mêmes ne connaissent pas forcément ces obligations qui sont faites aux collectivités. Donc il y a quelque chose à créer. Au niveau des AMF départementales, je pense qu'il y a quelque chose là aussi à remettre au goût du jour. Tu nous parleras, Maëlle, bien évidemment du kit, je pense, et que par rapport à ce kit, les clés aussi sont là. On l'a évoqué tout à l'heure au démarrage, on est là pour échanger et trouver des clés. Après, c'est à vous d'ouvrir les portes, mais vous aurez les clés, j'espère un certain nombre de clés. En tout cas, merci. Moi, je suis ravi en tout cas que
On n'a pas de confrontation ultramarin-hexagonale. Bien au contraire, on a des complémentarités à créer sur les retours d'expérience. Et là, j'ai beaucoup de retours d'expérience ultramarins. Merci beaucoup, parce que ça nous fait beaucoup de bien. Alors, c'est à votre gauche que ça se passe. Alors, juste pour dire que ESS France a préparé, si vous le voulez, et c'est disponible dans toutes les chambres régionales de l'ESS, un guide de la loi AGEC, justement, qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, pour les collectivités locales, pour justement sur ces enjeux du réemploi. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, ce qui menace une partie des acteurs de l'ESS, c'est l'ultra fast fashion, parce qu'on est inondé par des produits de qualité dégueulasse, dont on demande aux acteurs de l'ESS derrière de faire en sorte qu'ils soient remis sur le marché. La réalité de ces produits, c'est qu'ils sont quasiment, qu'il est impossible de les remettre sur le marché, et que du coup, on retourne vers des logiques d'incinération. Tout ça est écologiquement absolument désastreux. Et donc, il y a des vrais enjeux aussi, au-delà de la loi AGEC, à faire en sorte de réguler l'accès à nos marchés à des produits qui sont des produits comme cela. Et je crois que sur l'ultra fast fashion, on tombera tous d'accord pour dire que c'est une vraie plaie que ces grandes plateformes aujourd'hui qui inondent nos marchés de produits d'aussi mauvaise qualité et dans des quantités qui sont des quantités considérables. Mais juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, madame, et que vous ayez 2 chiffres en tête, parce que ça permet de situer l'ESS en France. L'ESS, ce n'est pas que les associations, ce n'est pas que l'insertion par l'activité économique, ce sont aussi les coopératives. Et je voudrais juste, en ordre d'idée, parce que c'est assez inconnu, vous donner 2 ordres de grandeur. On parle beaucoup des startups en France. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la tech. La tech, ce n'est pas que les startups, mais juste les startups. Quand on demande à la Banque de France quel est le chiffre d'affaires cumulé des startups françaises, c'est la Banque de France qui le donne, ce n'est pas Benoît Hamon, c'est 25 milliards d'euros sur l'année, je crois, 2022. Le chiffre d'affaires cumulé des coopératives en France, des coopératives, des seules coopératives, un morceau de l'ESS, 381 milliards d'euros. Les coopératives, c'est 381 milliards d'euros, les startups, 25 milliards. Or, on a l'impression que la locomotive de l'économie française, ce sont nos startups. Je remets les choses à leur place, parce que si jamais je tire le raisonnement et que je regarde non pas le chiffre d'affaires, parce qu'on ne peut pas raisonner en termes de chiffre d'affaires pour les associations, mais de budget cumulé, c'est 120 milliards d'euros. Donc là aussi, presque 5 fois plus que les startups. Pour un service rendu à la nation, dont on conviendra assez vite que l'avantage d'une association, c'est qu'on ne la vendra pas à un Singapourien ou à un Américain, et que c'est de l'emploi ici pour des services rendus ici. Donc je vous donne ces ordres de grandeur pour vous dire qu'il y a quelque chose qui relève de l'hypertrophie d'un certain nombre de secteurs de l'économie qui brillent, qui apparaissent éclatants à nos yeux, là où en réalité leur contribution à la richesse collective et aux services rendus à la nation sont relativement modestes par rapport aux services rendus par l'économie sociale et solidaire. Je vous ai donné juste les coopératives et les associations. On pourrait rajouter les fondations, les mutuelles, les sociétés commerciales de l'ESS, etc., etc. Donc voilà. Benoît Hamon, vous parliez tout à l'heure, gardez le micro, pardonnez-moi, de philanthropie. Ça peut aller des entreprises privées vers le monde associatif et l'ESS en particulier. Est-ce que les grandes entreprises de la tech que vous évoquez ont à un moment développé ou développent, ou pourraient le faire, des programmes d'alimentation financière, des échanges, des mises en place d'opérations conjointes? On le fait entre collectivités locales. En direction de l'ESS, est-ce que vous me dites que demain, Apple dans tel pays a mis en place un programme philanthropique pour déployer je ne sais quoi autour de lui dans son écosystème? Bon, alors d'abord, il faut savoir que les philanthropes américains maintenant sont de plus en plus contraints, y compris par la loi américaine. S'ils veulent défiscaliser, il faut que ce soit aux États-Unis. En gros, ils sont philanthropes chez eux et de moins en moins à l'étranger, ce qui amène à ce que, d'une part, les financements qui étaient ceux de USAID, c'est-à-dire on va dire l'aide publique américaine, s'est effondrée puisque Donald Trump a coupé les budgets, mais qu'également la philanthropie américaine désormais est de plus en plus réservée à des actions sur le sol américain, ce qui, quand la principale puissance économique au monde décide de ne plus participer à la solidarité, va avoir des conséquences sous la forme de centaines de milliers de gens qui vont mourir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que ça se traduira dans les politiques de santé, dans les famines, etc., par des conséquences absolument catastrophiques. Mais qu'il me soit permis de saluer un philanthrope
en France, alors je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais quand même le dire là, parce que c'est un précédent qui va dans le bon sens. Il est une banque française, qui est une banque coopérative, mais qui vient de faire quelque chose qui est en train de changer la donne à sa mesure, à son échelle, mais de changer la donne, notamment pour beaucoup d'associations. C'est le Crédit Mutuel qui a décidé de créer ce qu'on appelle le dividende sociétal. 15% du résultat net du Crédit Mutuel, je crois que c'est autour de 700 à 800 millions d'euros, ou entre 600 et 700 millions d'euros l'année dernière, est affecté ou à l'investissement à fort impact, à impact social ou écologique, ou à de la subvention à des associations. Le budget de la fondation du Crédit Mutuel est passé, grâce à ce dividende, de 5 à 90 millions d'euros. Et le Crédit Mutuel, grâce à ce dividende sociétal, est devenu un acteur majeur, sinon peut-être le premier acteur de la philanthropie en France. Et c'est intéressant parce que ça nous sert, nous, de modèle pour dire, à travers ce dividende sociétal, si déjà toutes les banques coopératives s'y engageaient, on pourrait commencer à avoir des moyens assez importants. Et de surcroît, évidemment, alors là, c'est un rêve. Si toutes les banques commençaient à s'inspirer du Crédit Mutuel, on pourrait évidemment mobiliser des ressources dont nous avons bien besoin aujourd'hui sur le terrain. Mais il y a des engagements d'entreprises importantes, d'entreprises bancaires. Alors, c'est là, vous allez me dire, c'est une entreprise coopérative, donc j'ai choisi quelqu'un de l'ESS. Mais son impact direct sur le financement des associations et le financement de l'intérêt général est, de ce point de vue-là, indiscutable. Je n'ai pas l'habitude de faire de la publicité, mais j'avais vraiment envie de mettre, de montrer le bon exemple aujourd'hui, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses positives. Merci. Madame Copet. Oui. Alors, voilà, ça attendez, fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Oui, vous connaissiez cet exemple? Écoutez, en qu'est-ce tout qui vous cas, inspire? tous les exemples qui sont donnés par les uns, les unes et les autres, tous ces témoignages, en fait, montrent je crois, incarnent le chemin qui est parcouru depuis 10 ans. Alors oui, on n'a pas atteint tous les objectifs, mais quand même, mesdames, messieurs, on peut bomber le torse parce qu'en fait, on s'est structuré, on s'est organisé, on a démontré, on a donné de la visibilité, et en plus de ça, on a collectivement posé des perspectives et des envies d'agir. On a parlé de la stratégie nationale à laquelle on a contribué avec exigence, et on continuera à le faire dans les semaines et dans les mois qui viennent. Enfin, Monsieur Hamon est quand même un déçu du hamonisme et de sa loi. Non, en fait, mon propos, c'est de dire nous avons collectivement un combat à mener là où chacun et chacune on peut agir. Madame prenait l'exemple de la consommation. Bien sûr, les collectivités, nous avons une puissance d'agir sur la commande publique. Nantes Métropole, 41 millions. 41 millions, c'est notre achat public dédié à l'économie sociale et solidaire depuis ces 3 dernières années. Donc, on a ces moyens d'agir. Et ces moyens d'agir, il va falloir que collectivement, on se batte pour les garder. Parce qu'on a parlé des sujets proprement parlés de l'économie sociale et solidaire, mais retirer du pouvoir d'agir sur des budgets des collectivités, c'est aussi retirer du pouvoir d'agir concrètement pour nos acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les territoires. Donc on va reprendre la proposition de monsieur. C'est qu'il faut, dans les semaines qui viennent, interpeller les sénateurs et les sénatrices. Ce sont nos élus, ce sont nos représentants des politiques publiques qu'on doit mener sur nos territoires. Et donc, il faut absolument qu'ils entendent qu'aujourd'hui, on a besoin de continuer à préserver les budgets des collectivités pour agir au plus près, en proximité et avec les habitants et les habitantes. Je vous prête mon exemplaire. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve dedans d'opérationnel, d'utile, pour qui, pour quand? Ce qu'on a fait aussi en 10 ans, c'est ce que je disais, on a réussi à se structurer, s'organiser. Nous, le réseau des territoires qui s'engage pour l'économie sociale et solidaire, on a une banque incroyable de ressources, de collectivités, que ce soit des communes, j'allais dire, de montagne en ruralité, que ce soit la capitale Paris, que ce soit une grosse métropole comme Nantes, que ce soit une ville moyenne, une ville de banlieue, etc. Nous, on a 200 adhérents qui font au quotidien des choses sur des thématiques différentes. Ça va de l'alimentation, puisqu'on en parlait, aux mobilités, à la petite enfance, à prendre soin du sport, de la culture dans les quartiers, dans les bourgs.
Et tout ça, en fait, on est en capacité de vous le fournir sur ce kit-là. En gros, ce kit, c'est le kit municipal. Des retours d'expérience, en fait. C'est le kit qu'on va adresser à tous les futurs élus locaux qui veulent mettre de l'économie sociale et solidaire dans leur ville, dans leur commune, dans leur quartier. Vous avez clé en main les outils qui vous permettront d'agir sur ces différentes thématiques. C'est des outils qui vous permettront aussi, allez, on se le dit, d'aller convaincre les collègues qui ne sont pas toujours hyper convaincus sur les sujets. Donc là, vous avez de quoi leur mettre sous le nez. En fait, ça marche, ça fonctionne. Et en plus, vous avez de quoi aussi aller convaincre les agents territoriaux qu'on a la capacité à faire et à agir. Au RTES, on a aussi tout un appui juridique et conseils à vous donner. En gros, moi, il m'est arrivé d'appeler une autre collectivité en disant « mais passe-moi ta délib sur le réemploi, le SIEG, ou etc. » Enfin, voilà. Et c'est grâce au RTES qu'on arrive en fait à rentrer en interaction assez rapidement pour pouvoir écrire ces sujets-là et faire bouger nos politiques publiques et accélérer. Monsieur Niabali, est-ce que vous pouvez prendre le micro, le mettre sous la bouche de Madame Copé et que Madame Copé nous dise quelle est la page qu'elle préfère dans ce document? Quelle est la page indispensable? Quel outil vous avez envie de valoriser tout de suite maintenant? Alors, moi, ma page préférée, du coup, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais c'est celle-ci. C'est économie sociale et politique de la ville. Donc, vous avez ici comment soutenir le savoir-faire et les compétences des habitants concrètement. Les programmes aussi qui ont été mis en œuvre sur Toulouse Métropole pour justement sur des quartiers productifs. Et puis, toutes les questions d'accès au foncier pour l'économie sociale et solidaire. Comment on peut se positionner, nous les collectivités, sur ces sujets-là. Et évidemment, en fait, j'ai choisi cette page parce qu'on parle du petit lieu, la ressourcerie solidaire de Nantes-Nord, qui est un super projet qui part à la base d'un sujet de fin de mois compliqué pour un certain nombre de parents, et puis qui devient un café de parentalité et qui devient un véritable lieu de vie et de revitaliser ce bas d'immeuble et ce quartier. Super, merci beaucoup. Alors peut-être quelques exemplaires peuvent être délivrés maintenant, pas le vôtre, bien sûr, c'est le mien d'ailleurs. Peut-être sur cette notion de ressourcerie, Benoît Hamon, j'arrive. C'est un bel endroit, une ressourcerie, monsieur Niabali. Peut-être pour rebondir par rapport à ce que je viens d'entendre, le témoignage de l'île de la Réunion fait totalement écho à ce que en Seine-Saint-Denis, à l'île Saint-Denis, on porte beaucoup la question du pouvoir d'agir en bas de chez soi et plus largement de l'éducation populaire et plus largement de l'émancipation de nos populations et de nos territoires en réalité. Et pour moi, l'un des fondements de ce qu'on essaie de faire autour de l'économie sociale et solidaire. En vrai, de quoi on parle? On parle d'être visible, d'être vu, d'être respecté, d'être considéré. Et ensuite, on parle de quoi? De se sentir utile. Utile en bas de chez soi, utile sur son territoire. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est un travail de fond qui met du temps. Quand tu parles de la politique de la ville, pour moi, c'est le même sujet. J'arrive à la ressourcerie, là. Je suis sur le chemin de la ressourcerie. C'est le même sujet. On parle de quoi? On parle de faire vivre nos territoires et que les gens vivent bien à l'intérieur. Et ce n'est pas qu'un sujet économique. Et quand on parle d'économie sociale et solidaire, pour moi, souvent, je dis l'économie est un outil, est un moyen d'émancipation et d'autonomie. Mais au fond du fond, que ce soit nos politiques publiques ou les actions de nos associations, c'est vivre bien, vivre ensemble et construire des biens communs. J'arrive donc sur un fondamental sur nos territoires autour de ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Et je pense que c'est un des combats que nous devons porter collectivement par rapport à ce que tu as dit et qui correspond à ce que j'avais comme inquiétude. Tu disais tout à l'heure, M. Niabali a peur. Bon, il y a la question de la baisse du pouvoir d'agir de la société civile. Tu parlais de l'IAE, mais je prends l'exemple des missions locales, c'est exactement la même chose. Voilà. Et de l'autre côté, des baisses des dotations des collectivités, c'est toi, Maëlle, qui en parlait, où on parle de 5, 7, 9, 11 milliards selon la police ou les manifestants. On ne sait pas trop. Et du coup, aujourd'hui, la question qui nous revient, c'est comment on sort du financier, comment on sort du monétaire. Parce qu'en réalité, dans les années à venir,
on nous répondra encore et toujours, il n'y a pas d'argent. Moi, j'ai un message très fort à l'île Saint-Denis qui est de dire, quand il n'y a pas d'argent, on compte sur les gens. Une société de liens face à une société de biens. Et du coup, la question de la ressourcerie, en gros, c'est quoi? C'est de se dire, très bien, organisons-nous collectivement en bas de chez nous pour répondre aux besoins des uns et des autres à travers une économie circulaire vertueuse où la question de la valeur monétaire ou la valeur économique devient secondaire et on est plutôt dans une logique de valeur intrinsèque d'un besoin et d'une ressource. Voilà. Et que ça se développe sur nos territoires. Ce n'est pas un hasard. C'est pour moi un contre-modèle au fait de la rareté progressive de l'argent. Et je dirais par rapport à ce qu'on est en train de vivre là actuellement, ce qui est l'un des sujets de fond sur le kit que tu disais pour les municipales 2026 que nous allons devoir travailler, c'est comment on construit des politiques publiques partagées avec le citoyen, avec la société civile, en dehors du cadre de l'argent. Moi, c'est un sujet que je trouve passionnant sur les notions de contribution, de non-valeur monétaire pour pouvoir construire des nouvelles politiques publiques. Je pose ça comme ça ici dans nos réflexions collectives. Monsieur Dechy, nous vous accompagnons maintenant dans un témoignage. Peut-être vous aussi, vous étiez dans l'ombrelle de Monsieur Hamon. Il est temps de vous autonomiser. Qu'est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce qui nous vaut votre belle présence territoriale? Alors désolé pour le retard, mais j'ai rattrapé. J'ai entendu beaucoup de belles choses. La première, Maëlle l'a pas dit, mais il faut adhérer au RTES quand on est une commune. C'est un outil essentiel. Et effectivement. Compris, hein. Et pour convaincre vos collègues, on parlait de convaincre les collègues de s'intéresser à l'ESS. Il y a la méthode 12 qui a été proposée par Maëlle avec plein de belles idées développées par l'ESS. Il y a la dissuasion aussi, parce que quand on ne s'occupe pas de l'ESS, le risque, c'est que des acteurs de l'ESS se présentent au municipal et gagnent les élections. Et c'est le cas de Mohamed et de votre serviteur. Et donc, à un moment donné, ça peut aussi faire peur. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces deux arguments, la carotte et le bâton. Non, il y a eu beaucoup de choses sur les difficultés qui ont été évoquées. On a tous dans nos communes des tissus qui sont fragilisés par la situation, des plus petites structures aux plus grandes. Je pense que notre responsabilité, c'est aussi comment on peut aller plus loin dans la façon dont on accompagne le secteur et dont on positionne l'ESS comme un moteur de la transformation et de la transition juste sur nos territoires. Et pour ça, je pense qu'il faut pouvoir passer... j'allais dire à une autre échelle. Les clauses d'insertion dans les marchés publics, c'est bien. Les politiques de soutien actif à l'ESS, c'est bien. Mais moi, je pense qu'il faut aussi qu'on scanne nos achats et qu'on regarde comment on avance demain pour que des pans entiers, parce que l'argent, il n'y en a pas, mais il y en a dans certains secteurs. Et je vous donne, moi je ressors souvent cet exemple, mais parce qu'il est fondamental. Sur Est Ensemble, qui est la communauté d'agglomération dans laquelle s'inscrit Romainville, le budget de soutien direct à l'ESS sous forme de subvention, c'est 300 000 € par an. Le budget dédié à la collecte et à la valorisation des déchets, c'est 50 millions par an. Et aujourd'hui, l'ESS a la collecte des biodéchets et la collecte sélective des cartons chez les commerçants en vélo-cargo le lundi matin. Autant vous dire, moins de 3% des 50 millions. Donc, je pense qu'on a une responsabilité commune, et élus, collectivités et ESS, pour se dire comment demain, l'ESS récupère plus que 50 millions. Pourquoi l'ESS demain ne pourrait pas aussi se doter de camions pour assurer la collecte des ordures ménagères qui représentent encore des millions dans une part majoritaire des 50 millions dont je parle. Pourquoi on n'adapterait pas nos marchés pour aller chercher spécifiquement l'expertise de l'ESS? Moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui des déchetteries
peuvent être encore gérées par des géants du CAC 40 et pas par des acteurs de l'ESS. Et donc la déchetterie où on a les heures d'insertion sur 3% ou 4% du chiffre d'affaires du marché avec une entreprise de travail temporaire d'insertion et un géant du CAC 40 qui gère, je ne comprends pas. Aujourd'hui, la technologie, l'expertise dans la captation des gisements, dans la valorisation de ces gisements, elle est dans l'ESS. Il faut qu'on s'organise pour que demain, les déchetteries soient gérées par des acteurs de l'ESS. Les déchetteries chez moi, c'est 10 millions d'euros par an, le coût de gestion. Voilà, je voulais apporter ces petits éléments. Une belle histoire, je vous ai demandé à tous éventuellement d'en préparer une. On a une nouvelle intervention dans la salle, mais elle pourra participer d'ailleurs. On a également une question, je vous vois très bien. Du côté de Romainville, quelle est la dernière initiative que vous avez appuyée, que vous trouvez géniale? Ouais, il y en a plein. J'en cite une parce que je l'adore. Moi, j'ai la plus vieille scope de bâtiment de France qui s'appelle UTB, qui est sur la ville de Romainville. Et elle a mené une grande partie du chantier de rénovation de Notre-Dame. Donc on peut viser les cathédrales quand on est des acteurs de l'ESS. Moi, je vous donne un exemple qui est mon chouchou des 6 années de mandat et qui fait écho à ce que je racontais tout à l'heure. Nous, on a adhéré à une SIG qui s'appelle Nourrir l'avenir, qui a été notre AMO pour engager la révolution de notre modèle de restauration. On a voulu remettre des cantines, des cuisines dans chaque école et basculer en 100% bio pour que les cuisiniers redeviennent acteurs directs de la communauté éducative et que les enfants rencontrent directement celles et ceux qui cuisinaient leurs repas. Et on a fait un plan sur 10 ans. On a fait notre première cantine bio il y a 3 ans. On ouvre la prochaine dans quelques semaines. Et on sait que d'ici 2030, tous les enfants de Romainville auront accès dans leur école à une cuisine où on cuisinera sur place du 100% bio sans que ça nous coûte plus cher. Et cette magie, cette ingénierie, elle n'existait pas dans le secteur parce que ça fait 30 ans qu'on serine les élus locaux à leur dire que la seule solution, c'est la cuisine centrale. Et c'est le deal avec l'agro-industrie. Et donc toute l'ingénierie aujourd'hui, elle est contrainte par cette vision. Et on a été chercher cette ingénierie spécifique, on l'a inventée à Romainville, en première couronne parisienne, avec des acteurs de l'ESS qui ont su fédérer, qui ont su accompagner des collectivités, la Dordogne, le département de la Dordogne, Romainville et tant d'autres aujourd'hui. Et c'est là aussi, je pense que si on veut changer les règles et faire changer d'échelle l'ESS, il faut aussi qu'on aille chercher l'ingénierie pour transformer nos propres modèles, notre propre façon de mettre en œuvre les politiques publiques pour que derrière, ces modèles soient beaucoup plus apporteurs d'affaires pour les acteurs de l'ESS. Je vous propose de passer le micro à ce garçon. Donc je retiens ce slogan, quand on est un acteur de l'économie sociale et solidaire, on peut viser les cathédrales. Pas mal? Je trouve que ça passe. Madame, monsieur, on vous prend en rafale. Oui, donc Florence Presson, adjointe au maire de Sceaux. Il y a un point, c'est qu'on a un rôle de facilitation et d'accélération. Et il y a quelque chose qui est très simple pour nous tous, c'est qu'on a quelques locaux qui sont des délaissés, qui sont des espaces éphémères. Alors éphémères, ça peut être pendant 2-3 ans en attendant un autre projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre à disposition des différentes structures. Et ça veut dire aussi que grâce au télétravail qui s'est développé dans les entreprises privées, justement, on peut les amener dans cette démarche aussi. Oui, c'est qu'une forme de mécénat, d'ailleurs, voilà, ou de philanthropie par l'espace. Il y a beaucoup d'entreprises qui libèrent un espace, qui mettent à disposition. Et je pense qu'on peut communiquer aussi beaucoup là-dessus, parce que ça, c'est vraiment à la portée de toute entreprise et des communes. Je suis sûr que c'est dans le livret du RTS. Monsieur, et je voudrais qu'on entende monsieur Adelson, pardonnez-moi. Alors, c'est une petite intervention. Alors, Benjamin Raquin, je suis le maire d'une commune de 180 habitants dans le département de l'Ain qui s'appelle Grand Coran. Mais le lien, c'est que quand on est maire d'une petite commune, l'indemnité, elle ne permet pas d'en vivre, donc il faut travailler à côté. Et aujourd'hui, moi, mon activité professionnelle, j'en profite pour remercier M. Hamon parce que je l'exerce dans une CAE, dans une coopérative d'activité et d'emploi qu'on a montée sur le bassin de Bourg. Donc, je suis arboriste grimpeur et ça me donne une souplesse dans l'activité que je ne trouve pas dans d'autres structures. Par contre, ce que j'ai vu, parce que j'ai été gérant de cette structure d'une coopérative d'activité et d'emploi pendant 6 ans, la difficulté du soutien financier qui a été évoquée, je pense qu'il faut la réinterroger aujourd'hui où on commence à voir les montants de soutien financier qui sont donnés aux entreprises.
dans l'économie sociale et solidaire, il y a économie. Donc, est-ce que cette partie-là de l'économie est autant soutenue que l'économie traditionnelle financièrement? Ça, je pense, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. Il y a certainement un rééquilibrage à faire. Et est-ce qu'elle est autant soutenue également en communication? Vous parliez des startups tout à l'heure, dont on entend parler de manière très importante. Nous, en créant cette CAE, tous les gens qu'on a vus qui sont rentrés pour essayer de développer une activité, c'est une alternative à l'auto-entrepreneuriat, ils nous ont dit « mais on ne connaît pas, si j'avais su ça avant, je serais venu avant » et ainsi de suite. Et je pense que nous, collectivités, on a un vrai rôle à jouer sur la communication de l'ESS, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a l'économie, mais il y a aussi les missions de service public. Je fais un petit aparté sur l'exemple sur Bourg-en-Bresse, vous parliez de la fast fashion. Il y a une IAE qui s'appelle Tremplin, qui aujourd'hui recycle tous les textiles qui sont sur le territoire de l'agglo. Il n'y a plus rien qui repart. Alors on ne va pas féliciter Chine parce que ça crée de l'emploi local, mais en tout cas il y a des alternatives qui existent et qui sont portées par l'ESS. Donc comment nous, collectivités, peut-être on change un peu notre prisme aussi, on dit l'ESS, ce n'est pas des entreprises loin de nous, des associations loin de nous, c'est vraiment des partenaires, c'est vraiment des structures qui parfois sont des annexes des collectivités, une association qui fait la cantine et ainsi de suite. Et là je pense qu'on a un gros boulot pour favoriser la communication, la connaissance des gens, pour qu'il y ait plus d'emplois dedans et qu'elles soient plus sollicitées. Donc voilà, il faut y mettre plus d'argent et plus de communication, c'est ça que je voulais vous partager. Merci beaucoup. Veuillez faire glisser votre micro à Mme Jarot et M. Adelson a la parole. Oui, c'était simplement par rapport donc, à tout ce que j'ai entendu. Nous, à Macoria, on a pris le parti de l'exemple. Ce que l'on fait dans une petite ville donc, de 18 000 habitants, on se dit que si ça se fait dans une ville de 18 000 habitants, ça peut se faire à l'échelle de l'agglo, ça peut se faire à l'échelle de la région, du département. Notre exemple à nous, vous parlez effectivement d'engagement, c'est une volonté politique. Nous, à Macoria, c'est pratiquement 1 demi-million d'euros de notre budget que nous mettons sur le monde associatif et sur l'ESS en général. Tout à l'heure, madame parlait de foncier. Eh bien, nous avons effectivement au niveau donc, de notre ville, nous mettons à disposition du foncier, puisque nous avons pu mettre en place, aider du moins à la création d'une coopérative qui utilise donc, le compostage. Le compost, justement, pour aller vers l'agriculture, vers les jardins partagés, justement pour favoriser donc, cette proximité. La mise à disposition de locaux, par exemple pour une ESS qui s'occupe donc de recyclage d'ordinateurs, pour ne pas la nommer, Guyaclic, qui permet justement donc d'apporter cette NTIC donc à plein de jeunes qui ne peuvent pas encore aller vers les... Je ne vais pas citer les grandes marques, mais voilà, vous avez compris. Aussi vers le social avec une association qui s'appelle donc Akatige. On leur offre les locaux, justement pour qu'ils puissent aller au plus près donc, de la population. C'est ça. C'est comme ça, comme je dis, c'est une volonté politique de vouloir faire. Il ne faut pas considérer l'ESS comme la variable d'ajustement au niveau de notre budget. Il faut que ça soit véritablement un budget dédié pour cette cause. Merci beaucoup. Alors, on organise le dernier quart d'heure avec Madame Jarot vous piaffiez un petit peu de partager cette... Mais si, j'ai senti ça bouillonnait. Ensuite, peut-être une dernière proposition d'intervention de nos collègues, Monsieur Hamon et nos deux coprésidents. Oui, je piaffais pas, mais je voulais partager avec vous cette nice story. Florence, tout à l'heure, a parlé, l'adjointe au maire de Sceaux, elle a parlé de facilitateur. Mais il faut aussi, mes chers collègues, qu'on soit tenace, convaincu et tenace. Moi, quand j'ai été élue maire en 2014, cette entreprise d'insertion par la voie économique était en train de souffrir par rapport aux subventions. Par rapport aux subventions qui arrivaient de l'État, qui arrivaient du département, de l'Interco et un peu de la ville. Elle s'essoufflait, bien que les dirigeants soient concernés, mobilisés. Et elle souffrait aussi d'un manque de communication et d'un manque d'insertion dans l'écosystème économique, parce qu'il s'agit bien de ça quand on parle d'insertion par la voie économique. Il y avait 20 personnes par an
qui sont formés, retour à l'emploi, dans cette entreprise d'insertion entreprise ESF. Voilà. Et on a très vite compris que si on ne passait pas à la vitesse supérieure, ça ne le ferait pas. Pour une commune qui, en fait, n'a pas la compétence économique, c'est l'Interco qui l'a, qui n'a pas la compétence insertion non plus. C'est donc un choix. C'est donc un choix. Et les choix financiers sont assez restreints. On n'avait pas de moyens financiers. Par contre, Florence, tu en as parlé tout à l'heure, ou peut-être toi, tu en as parlé, on a des locaux. On avait des locaux à mettre à disposition. Et on avait des locaux de stockage pour cette insertion, puisqu'il s'agit de gravure, il s'agit d'imprimerie, il s'agit de céramique pour l'activité des gens qui travaillent, les artisans, ils sont dans une activité artisanale. Donc on avait à la fois des locaux de stockage à mettre à disposition, ce qui a diminué le loyer. C'est un peu technique ce que je dis, mais enfin, ça a diminué le loyer payé par l'association qui portait cette entreprise d'insertion. Et ensuite, on leur a mis à disposition. Ils n'ont pas pu continuer à payer leur loyer parce que c'était trop cher. Ensuite, on leur a mis à disposition 550 mètres carrés de locaux pour qu'ils s'installent. Il a fallu mettre hors d'eau et hors d'air un certain nombre d'endroits dans ces 550 mètres carrés. Enfin, ils sont installés, c'est tout récent, et nous les accompagnons via une subvention. Un jour, peut-être, on nous dira, cette subvention, il ne fallait pas la donner parce que vous n'aviez pas la compétence. Nous avons choisi, nous l'avons passée, cette subvention, et nous leur donnons, et on le fait, mais on est convaincu de cela, le loyer est gratuit pendant 3 ans, le temps qu'ils se remettent un peu à flot financièrement parlant. Voilà. Donc c'est tout un travail avec les acteurs et aussi avec les personnes qui travaillent. Et je me rends compte, je fais des petits déjeuners entreprises toutes les 5 semaines dans ma commune. Je me rends compte qu'ils y participent, mais je me dis en vous écoutant que peut-être je ne parle pas assez dans mon propos liminaire en termes d'actualité économique, de l'actualité de l'atelier du coin. Et je vais rentrer et je vais faire cela parce que c'est aussi un problème de communication. C'est une belle nice story, mais il nous faut, au-delà de la finance, mieux, il me semble, je fais mon autocritique, je pense que nous ne communiquons pas assez, même si nous le faisons sur le magazine de la ville, peut-être pas assez encore. Et puis, une dernière chose sur la commune, portée par la communauté urbaine, une recyclerie se met en place. Et là, l'atelier du coin va se marier avec la recyclerie. Je pense que ça va leur donner aussi un nouveau souffle. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce que, alors, hors plénière, vous pourrez continuer l'échange. On va jusqu'à midi officiellement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'entrée? On vous équipe, madame, s'il vous plaît, juste au fond. Pardon, merci. Ce sera la dernière intervention. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, je viens d'une petite commune de la Drôme. On a 1400 habitants. Et c'était juste un retour d'expérience au niveau de l'Interco depuis la loi du 1er janvier 2004 avec l'installation du compost collectif. Donc, l'Interco a installé des placettes de compost dans les villages. On est 19 communes. Aujourd'hui, on doit avoir pas loin d'une 40aine de placettes sur toutes nos communes. Et c'est un chantier d'insertion de la ville-centre qui fabrique les composteurs en bois. Et donc, ça permet d'alimenter à moindre coût les lieux de placettes. Et une autre remarque, je ne sais pas si je vais être hors sujet ou pas. Moi, je travaille aussi dans un lieu culturel. Et c'est un musée, pour ne pas le citer. Et donc, on développe beaucoup d'actions autour du développement durable depuis une dizaine d'années. Et donc, la sensibilisation aussi, elle est importante. Et parfois, des lieux auxquels on ne penserait pas du tout
qui sont aussi là-dedans et qui ont beaucoup de partenaires locaux avec les ressourceries quand on organise des événements. Ressourceries, acteurs locaux, associations. Et les lieux culturels aussi sont des lieux ressources. Madame, quand on évoque ce 1% d'investi, 1 euro d'investi, 1,5 € de retour sur cet investissement, est-ce que le principe même d'évaluer, c'est quelque chose dans lequel vous vous inscrivez ou c'est l'étape d'après en termes de maturité économique au sens large? Par rapport au compostage, vous voulez dire? En fait, nous avons au niveau de l'Interco une chargée de mission biodéchets et déchets qui anime l'acteur des réseaux de bénévoles, du réseau de bénévoles guides composteurs qui ont été formés par notre Interco et notre syndicat mixte. Donc il y a des évaluations et des retours qui se font régulièrement sur le réseau et les infos qui se font sur toutes ces placettes-là qui fonctionnent pas, comment les améliorer, sur la distribution, etc. Une évaluation plutôt pour l'instant de type service public ou opérationnel. Oui. Après, on essaie de réfléchir sur la sensibilisation par rapport à ça, les freins, et on fait des petites réunions de temps en temps. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Mais ça fonctionne bien sur notre territoire. Super. Commune de quoi? Ou interco de? Alors, interco, Pays de Grignan, Enclave des Papes. Donc, bidépartemental, 2 départements, 2 régions. La ville-centre, 4 communes, ville-centre en Vaucluse. Et 15 communes, petits villages de la Drôme. C'est pas toujours facile, mais ça fonctionne. Merci beaucoup. Monsieur Adelson, Madame Copé, est-ce que vous avez envie de lancer un dernier message, un envoi? Oui, non, c'est tentant, c'est tentant. Non, c'est effectivement tentant. Je vais simplement peut-être répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour que véritablement donc, l'ESS puisse vivre et ne pas avoir que le tableau ne se noircisse pas ou ne s'assombrisse pas, il faut véritablement qu'il y ait cette volonté politique. Et je rejoins effectivement mon collègue sur le fait d'alerter les pouvoirs publics, pas simplement, mais d'alerter nos parlementaires sur ce sujet. Tout simplement parce que, je le dis et je le répète, l'ESS, ça ne doit pas être une économie de substitution. C'est une économie qui doit être affirmée pour que véritablement, pour les maires que nous sommes, que je suis du moins, ou que nous sommes, ça devienne véritablement donc, le fer de lance donc, de notre politique. Et c'est véritablement cette économie solidaire qui fera en sorte donc, que nous ayons donc, de mettre en exergue cette résilience que nous avons, que nous connaissons, mais aussi de mettre en exergue cette possibilité que nous avons donc, de faire un territoire à notre image. Merci beaucoup. N'oubliez pas les cathédrales, Madame Copé. Juste remercier les collègues de l'AMF parce qu'en fait, voilà, c'est aussi le sujet du jour, c'est de donner de la visibilité auprès des maires et ce que votre initiative aujourd'hui, merci pour ça. Il faut continuer parce qu'il va falloir former plein de nouveaux élus à partir du printemps prochain. Donc, à votre disposition avec le RTES, j'étais en train de parler d'adhésion, mais à votre disposition pour pouvoir former les élus et partager nos expériences. Merci beaucoup, Madame, de votre présence. Monsieur Hamon, les 3 lignes ou les 3 préceptes que vous avez envie de partager avec un futur nouvel élu de 2026? Un futur ou un ancien, hein, pardon, mais en fait, je pense qu'il n'y a plus une seule campagne municipale qui peut être faite sans aller prendre le pouls ou en tout cas chercher à coproduire un projet d'intérêt général sans la société civile. Je pense que à un moment où on perçoit que l'intérêt général est fragilisé, là où parfois on nous explique que la somme d'intérêts privés ferait l'intérêt général, ce qui n'a jamais été le cas. Je pense que repartir de l'initiative citoyenne et se rappeler que l'économie sociale et solidaire, elle part toujours de l'analyse par les citoyens de besoins sociaux qui ne sont ni satisfaits par l'économie conventionnelle, ni satisfaits par le secteur public. Et dans cet intervalle-là, on crée ses propres solutions. Repartir de ce diagnostic qui est fait par les citoyens pour construire des campagnes municipales et derrière mettre en œuvre des projets me semble être la bonne méthode. Et qui sera une manière d'ailleurs de travailler en plus grande harmonie à l'échelle des territoires entre celles et ceux qui exercent des responsabilités et le font avec beaucoup d'engagement, de ténacité, de patience, et celles et ceux qui sont
à titre privé, acteurs de l'intérêt général, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Et rappelons que l'ESS, ce sont aussi des millions de bénévoles, c'est-à-dire des gens qui travaillent gratuitement, sans attendre, en contrepartie de leur travail, aucune forme de salaire, sinon la reconnaissance qu'ils contribuent à l'intérêt général. Donc, moi, le message que je passerai, c'est celui-là. C'est que je crois qu'on est assez mûrs les uns et les autres pour considérer qu'une démocratie plus solide est une démocratie moins intermittente. Et pour qu'elle soit moins intermittente, il faut travailler à ce dialogue permanent entre les collectivités locales et la société civile, donc l'ESS. Il y a eu une pléthore d'interventions de la salle. Est-ce qu'il y a une intervention dont vous trouvez, tiens, là, il se passe un truc, là, c'est bien, ou ça m'intrigue, qui a retenu plus votre attention? Bon, c'est très injuste ce que je vais faire, parce que c'est totalement arbitraire, mais je retiens l'intervention sur les coopératives d'activité et d'emploi, parce qu'elles sont assez méconnues. Et les coopératives d'activité et d'emploi, c'est l'alternative à l'auto-entrepreneuriat. C'est de dire, vous pouvez entreprendre, avoir un projet, devenir salarié d'une coopérative, aller au bout de votre projet et mutualiser un certain nombre des fonctions nécessaires au développement de votre entreprise. C'est finalement de l'entrepreneuriat individuel, mais dans un collectif. Et c'est une formule qui est assez formidable, qui préexistait à la loi, qu'a fait la loi ESS, sinon reconnaître à travers les CAE ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif, que vous connaissez sans doute mieux, que vous les appeliez des SIC ou des SKIC, ça c'est bon, vous êtes dans le sud ou dans le nord. J'ai jamais compris d'ailleurs comment on répartissait SIC ou SKIC, mais tout ça a été reconnu par la loi. Et ce qui est intéressant, je trouve, et je terminerai par ça, c'est de rappeler qu'en l'espèce, la loi ESS n'est rien d'autre que la reconnaissance de ce que la société avait créé comme activité économique, activité d'intérêt général, que l'on n'a non pas voulu contraindre, comprimer, mais au contraire lui permettre de s'épanouir davantage à travers la reconnaissance par la loi de l'ESS. Donc oui, j'ai un petit clin d'œil au CAE, parce que c'est un formidable modèle qui mériterait d'être davantage soutenu qu'il ne l'est aujourd'hui. Je profite jusqu'au bout de votre présence. Vous évoquez le bénévolat. Les élus ne sont pas bénévoles, mais on sait à quel point ils ont besoin aussi de s'inscrire là-dedans. Par ailleurs, autour d'eux, c'est beaucoup de bénévolat. Est-ce que vous êtes partisan de quelque chose qui érigerait le bénévolat en quelque chose, je ne sais pas, les points de retraite, la reconnaissance, au-delà, disons, de ce qui est aujourd'hui? Ah oui, moi je pense qu'il faut reconnaître tout le travail. C'est-à-dire que le travail ne se limite pas à l'emploi et que, je ne vais pas rentrer dans des vieux débats, mais moi quand j'avais plaidé pour le revenu universel, c'était aussi une manière de reconnaître tout le travail, et le travail étant en large partie pris en charge par les bénévoles. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une meilleure reconnaissance du bénévolat, et le fait que ça puisse permettre d'obtenir ou de compléter certains trimestres nécessaires pour la retraite me semblerait aller dans le bon sens, quand on sait qu'un certain nombre de nos compatriotes ont passé des années et des années à être des bénévoles et sans attendre la retraite pour le faire, en étant actifs par ailleurs. Et je le redis, c'est quand même le travail qui est le travail le plus incroyable, parce que c'est le travail qu'on choisit et qui est un travail gratuit en faveur de l'intérêt général, qui est donc, me semble être, si on croit au travail, une des formes de travail qu'il faut mieux reconnaître dans la société française. Vous avez envie d'être maire l'année prochaine? Pas du tout. Non? Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais parce que chacun son job. Moi, je fais mon travail dans l'ESS. Qu'est-ce que vous pensez du mandat de maire? Mais je pense que c'est un mandat remarquable, qui est, alors après, plus ou moins bien exercé. Sinon, on n'aurait pas plusieurs listes et on ne choisirait pas. Donc ça, c'est aussi, ça se vient ensuite la démocratie. Mais ce que je crois, c'est que il y a, en règle générale, il faut pas, je dis bien en règle générale, pas partout, mais en règle générale, des formes de démocratie à l'échelle des territoires où on cultive cette modalité démocratique qui consiste, et c'est une belle définition de la démocratie, me semble-t-il, à dire la démocratie, c'est se mettre d'accord sur nos désaccords. Et on est capable de vivre avec. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce sur quoi on n'est pas d'accord, ensuite on met en œuvre l'intérêt général. Et je trouve qu'à l'échelle des territoires, on a une démocratie, à défaut d'être toujours paisible, en tout cas pacifique, et qui me semble être un des ingrédients à partir desquels se projeter avec confiance dans l'avenir, quand on voit que les débats sont beaucoup plus polarisés au niveau national. Mais évidemment, le mandat d'élu local est un mandat
remarquable. Nous travaillons beaucoup avec les élus locaux. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire, souvent plus les maires que les régions, alors que les régions, en matière de ESS, ont compétence en matière de développement économique, ont compétence en théorie sur le développement de l'ESS et se débarrassent de ce sujet un peu vite pour aller parfois financer des compétences non obligatoires et délaisser ce qui devrait relever de leurs engagements en matière de développement de l'ESS. Donc merci aux maires de compenser parfois le désengagement des régions. Notamment. Merci beaucoup, Monsieur Hamon. Monsieur Diabali, Monsieur Buff, est-ce que je vous laisse le dernier mot, bien sûr? Très très rapidement, parce qu'on a dit qu'on faisait une clôture à 12h. Je crois qu'on est juste dans le timing. Il a raison. Merci à toutes et à tous de votre présence. Merci pour vos retours d'expérience. On a vu une chose essentielle, c'est qu'on avait dans la salle affaire à beaucoup de personnes convaincues. Maintenant, on a fait du portage de conviction avec des retours d'expérience magnifiques. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est du partage de conviction. Et ce sera tout l'enjeu des municipales, mais je vais laisser Mohamed terminer là-dessus, parce que vraiment, au-delà de ce portage que l'on fait tous individuellement, il faut porter des équipes complètes pour être sur ce sujet de la transversalité nécessaire de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est sur tous les sujets. Donc il faut que dans la compréhension des futures équipes municipales, ce sujet soit pris à bras-le-corps et il faut partout des porteurs de conviction. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Pour compléter les propos de mon collègue, d'abord dire que l'AMF se bat sur la lisibilité, la visibilité de l'économie sociale et solidaire depuis des années. Et à chaque PLF, on est au front, à la fois sur le budget des collectivités que pour les budgets de la société civile, à la fois dans nos AD, dans les départements, comme au niveau du national. Donc oui, on continuera à porter ce combat à l'AMF. Avoir vos retours d'expérience, vos réalités de terrain nous permettent de mettre plus de contenu et d'arguments. Donc n'hésitez pas, l'AMF est là pour ça. Vous dire également que ces tables rondes qu'on est en train d'institutionnaliser à l'AMF sont possibles parce qu'on a des partenaires des collectivités qui sont à nos côtés. Donc moi, je remercie les RTS. Il y a 10 ans, on en avait parlé, on l'avait poussé sur la remise en route des tables rondes ESS ici au Congrès des maires. Et donc, c'est une belle réussite collective que nous avons réussi à mettre en place. Et pour finir, j'ai joué Monsieur Grincheux aujourd'hui pour essayer de vous bousculer, etc. Vous dire que moi, je suis pleinement convaincu sur l'économie sociale et solidaire. Je pense que tu as raison. Il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique, mais il faut aussi une alliance avec le citoyen et avec la société civile. Il faut des outils, voilà. Il faut une méthode, voilà. Et c'est un ensemblier qui fait l'économie sociale et solidaire. Et pour finir, je voulais vous donner un exemple de ce qu'on fait à l'île Saint-Denis. L'île Saint-Denis, c'est une ville qui porte l'économie sociale et solidaire au cœur de ses politiques publiques depuis maintenant 30 ans. Mon collègue parlait de la restauration scolaire. Nous, on a une histoire territoriale un peu différente. On n'est jamais sorti de la régie municipale de la restauration scolaire. Aujourd'hui, on est à 100% de bio, 50% de végétariens à la restauration scolaire en régie municipale, mais on a fait alliance avec la société civile où on récupère 100% de nos déchets alimentaires, qu'on composte sur le territoire communal, sur une friche qu'on a fait racheter par le département à une entreprise du BTP, où on est en train de faire un prolongement de parc par des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle l'ILO, où on restructure les sols, on produit des fleurs, et la mairie rachète les fleurs pour marier les gens de l'île. Et vous dire que si on est un peu malin, on a de la volonté, on prend notre histoire territoriale et de l'ingénierie collective, on peut faire des choses formidables avec l'économie sociale et solidaire. Et je veux que vous restez sur cette image-là, sur ce message-là. En réalité, c'est à nous de faire notre job et d'animer une dynamique de coopération territoriale où on construit du commun et où on se dit l'intérêt général, c'est l'histoire de tous et nous sommes tous en co-responsabilité. Ça veut dire que vous avez donné votre nom à une fleur. Voilà, c'est le moment de se quitter. Bon appétit à vous. Bon appétit, bon retour dans vos territoires. Bon salon, bon congrès.